They call them the Cocaine Cowboys. Yesterday, they struck busy Dadeland shopping malls, executing 2 Latin males in the Crown Liquor Store. There was an exchange of fire between the 2 groups. Smashed glass and liquor bottles flying. The shooting continued outside. 2 men cut down in a hail of gunfire. Victims of Miami's drug war. One got away, they had a machine gun. They've got to find some way to stop this. What are they going to do about it? What can they do about it? And South Floridians wondered where the Cocaine Cowboys will strike next. My name is John Roberts. Je m'appelle John Roberts. I was born in New York. Je suis né et j'ai grandi à New I York, got involved with a group of Italians. où je me suis lié avec un groupe d'Italiens de la mafia. Part of a mafia family. On a ouvert 4 ou 5 boîtes de nuit qui sont devenues extrêmement populaires. Very big and Les affaires marchaient très bien. well. One day, Un jour, les policiers sont arrivés. On ne savait pas ce qu'ils faisaient là. Ils nous ont dit qu'ils avaient trouvé le corps de notre associé sur le bord de l'autoroute de Long Island. Il avait reçu 11 balles. Qui sait ce qui a pu se produire? À l'époque, je me suis dit qu'il valait mieux que je m'éloigne pour laisser retomber la poussière. J'ai déménagé ici et je me suis lancé dans le trafic de la cocaïne. Miami était une ville très paisible, où il faisait bon vivre. Avant 1956, durant le quart de nuit, le bureau du shérif n'avait qu'une seule voiture pour patrouiller sur un territoire grand comme le Rhode Island. À l'époque, Miami était encore typiquement sudiste, comme l'Alabama. Il n'y avait ni argent, ni gratte-ciel. Le centre-ville était pratiquement désert. Miami Beach était envahi de personnes âgées qui se berçaient sur la plage en attendant de mourir. C'était complètement différent. This is why Miami is for you. Dans les années 60 et 70, Miami était d'abord une destination vacances. Al Sunshine, Al Sunshine, Al Sunshine, Channel 4 News. Le soleil, la plage, les palmiers. Miami is a major transportation center and is easily reached by all forms of travel. À la fin des années 70, des milliers d'immigrants d'Amérique du Sud, illégaux ou reçus, ont commencé à s'établir à Miami. The Latin American influence has given Miami a unique flavor. La rumeur voulait qu'on puisse réussir à Miami en parlant uniquement espagnol. Miami a toujours été une ville farouchement indépendante, où l'ordre public avait du mal à régner. Une terre vierge. Je suis un gars du sud de la Floride, l'un des seuls types de mon âge qui soit né ici. Je travaillais dans le domaine de l'importation. Il suffit de creuser un peu pour remonter la filière, de la contrebande d'armes et d'alcool au trafic de la marijuana, aux immigrants cubains et à la cocaïne. Cette ville était la porte d'entrée de toute activité illégale. South Florida is the nearest U.S. mainland destination for South American drug smugglers. C'était une passoire à l'époque. Une passoire. There is mile after mile of unguarded shoreline where a boat can drop drugs undetected. Quand je suis arrivé ici dans les années 70, tout le monde passait de la marijuana. The Drug Enforcement Agency believes 95% of all marijuana smuggled into the United States comes through South Florida. Un de mes amis est décédé et on a découvert 900 kilos de marijuana dans son entrepôt.
J'ai tout ramassé. Je ne connaissais personne dans le milieu. J'en ai remis la moitié à quelqu'un et la seconde moitié à quelqu'un d'autre. Et on a partagé les profits. À l'époque, quand on faisait $10 000 par an, c'était pas mal. 20 000, c'était extraordinaire. Je crois que ça m'a rapporté $165 000. C'est l'équivalent de 8 ans de salaire, d'un seul coup. J'ai trouvé ça fantastique et j'ai eu envie de continuer. C'était un jeu d'enfant. On n'avait qu'à accoster, décharger la marchandise et le tour était joué. Les frontières n'étaient absolument pas surveillées. And at the present rate, according to some economists, the state's major industry could soon be drug smuggling. On se promenait en bateau et on trouvait des ballots de marijuana qui flottaient sur l'eau. C'était fréquent. Les Colombiens ont compris que c'était une mine d'or. Ils ont commencé à envoyer quelques kilos de cocaïne au milieu de toute cette marijuana. Au début, ils en exportaient très peu. C'était extrêmement cher. Ils la transportaient dans des valises. On n'en voyait pas beaucoup. Et les prix étaient exorbitants. Au milieu des années 70, la priorité n'était pas les stupéfiants. Notre bureau faisait la sourde oreille quand il était question de cocaïne. It's not a serious problem nationwide, given the very large number of people who use cocaine. It is a serious problem for a certain small minority. J'ai rencontré un Cubain à Hialeah. Il s'appelait Albert San Pedro. La plupart des Cubains s'approvisionnaient auprès des Colombiens, qui dirigeaient tout. In drug trafficking, Cuban-American organizations here are often allied with Colombian groups. Colombians importing the drugs, Cubans distributing them. Albert me remettait 100 grammes et j'avais 3 ou 4 jours pour le payer. Ensuite, il m'en remettait encore 100 grammes. Si je me souviens bien, je payais environ $3 000 pour 100 grammes dans les années 70. C'était pas de la bonne qualité, mais la plupart des gens n'y connaissaient rien. Je leur montrais les gros cristaux, ils étaient impressionnés. Waouh, c'est de la super cam. Et mes clients n'étaient pas des paumés, bien au contraire. Les consommateurs de cocaïne étaient des pilotes, des agents immobiliers, des médecins, des procureurs. J'avais des avocats et des médecins comme clients. Des gens qui en avaient les moyens. On les appelait les guerriers de fin de semaine. Ils ne prenaient rien la semaine, mais ils se défonçaient du vendredi soir au dimanche. Ils me présentaient les amis de leurs amis. Je suis passé de 100 grammes à 200, à 300, à 400 grammes. En l'espace d'un mois, je vendais 2 ou 3 kilos par semaine seulement à ces médecins et à leurs amis. J'avais quitté New York avec $650 en poche et tout à coup, je faisais 20 ou 30 000 par semaine avec ce petit trafic. Un ami de New York avait développé un énorme commerce en Californie, dans la région de San Francisco. Il vendait aux joueurs des Raiders d'Oakland, aux musiciens des Grateful Dead. J'ai rencontré une agente de bord qui travaillait pour National Airlines à l'époque. Elle transportait la coke de Miami à San Francisco. On fournissait entre 5 et 10 kilos par semaine à mon ami. Je faisais énormément d'argent. On parle de 200 à 300 000 $. J'ai commencé à développer un réseau avec des gars comme Mercury Morris, un célèbre demi à l'attaque des Dolphins. Il a fait de la prison, ce n'est pas un secret. Merck is just one fallen angel of the Miami football machine. Former Dolphins Don Reese and Randy Crowder were also arrested by Miami police in another cocaine transaction. Je me souviens de la semaine du Super Bowl quand Dallas a affronté Pittsburgh à Miami. 2 soirs avant le match, tous les joueurs de la ligne d'attaque des Steelers de Pittsburgh sont venus chez moi pour m'acheter de la coke. Ils faisaient la fête, je peux vous le dire. Ces gars-là se sont défoncés. Je leur disais, vous allez vraiment jouer dimanche? Et ils me répondaient qu'ils allaient gagner. Ils ont gagné, ils étaient en pleine forme. La popularité de la coke a monté en flèche. Tous ceux qui avaient l'habitude de fumer de la Marie se sont convertis à la cocaïne. On a vendu de la marijuana jusqu'à ce que l'offre dépasse la demande. Il y en avait trop. On ne fournissait pas à la demande de cocaïne. Je me suis dit qu'il fallait s'occuper du transport. Il ne fallait pas l'acheter, la vendre ou la consommer, mais l'importer. Les Colombiens nous ont proposé une somme plus que satisfaisante. $3 000 le kilo. Et ils voulaient en importer au moins 400 du coup. Notre premier voyage nous a rapporté $1 200 000. C'était suffisant pour nous emballer. On n'avait pas l'intention d'arrêter là.
Ceux avec qui je faisais affaire n'avaient pas assez de coke, et ceux qui m'en achetaient développaient leur marché. J'en manquais. Un gars me demandait 20 ou 25 kilos, et je ne pouvais lui en vendre que 10 ou 15. C'était de l'argent perdu. Je pouvais facilement vendre 100 kilos par semaine. J'ai eu de la chance. En 79, j'ai rencontré une fille. J'étais à Miami pour une séance de photos et je travaillais avec une fille qui m'a dit qu'elle voulait me présenter quelqu'un. Un ami m'a organisé un rendez-vous avec elle. Il était avocat et il fréquentait une mannequin magnifique de l'agence Ford. Je connaissais John depuis 3 mois. C'était mon anniversaire. Je suis entrée dans le garage et j'ai vu une Porsche Carrera flambant neuve, avec un gros chou rouge sur le toit. C'était mon cadeau. Ça a été le coup de foudre entre John et moi. On était très amoureux. Il m'a raconté qu'il avait des boîtes de nuit à Manhattan. Quand on s'est connus, elle a bien vu que je ne travaillais pas et que je pouvais aller à New York quand bon me semblait. Elle était curieuse et je ne suis pas du genre à faire des cachettes. Alors je lui ai dit, voilà comment je gagne ma vie. Si tu préfères qu'on se voit plus, je comprendrai. Elle m'a plutôt répondu qu'un de ses amis était pilote pour les Colombiens. C'est comme ça que j'ai rencontré Mickey Monday. C'était un vrai redneck qui n'avait jamais quitté la Floride. John m'a déplu dès que je l'ai rencontré. Il conduisait une Mercedes Sport noire. C'était écrit trafiquant de drogue sur son front. Mickey Monday faisait des affaires d'or en transportant de la coke pour le cartel de Medellín. Il était extravagant, le genre de gars dont je me tenais habituellement loin. Vous vous souvenez de l'émission de télé MacGyver? C'était tout à fait lui. Il faisait des trucs incroyables. C'était un gars intelligent, mais je n'aimais pas ses voitures. Il avait l'air du trafiquant de drogue typique. Je lui ai dit que les Cubains n'arrivaient pas à m'approvisionner et que j'avais besoin d'un Colombien qui me fournirait toute la marchandise dont j'avais besoin. Il m'a dit qu'il pouvait me présenter des Colombiens qui avaient tout ce qu'il me fallait. C'était pas la première fois que j'entendais ça. Alors j'ai dit, d'accord, j'attends de tes nouvelles. On s'est rendu dans une maison de Sunny Island, en Floride. Et il y avait 5 ou 6 Colombiens armés jusqu'aux dents. Ils avaient des pistolets et des mitraillettes. J'ai compris que c'était du sérieux. C'était vrai, les gens normaux ne s'arment pas de la sorte. J'ai rencontré ce petit Colombien qui ne mesurait pas plus de 1,60 m. Il s'est présenté en disant, « Je m'appelle Rafa, je peux te fournir tout ce que tu veux. Si tu me donnes de l'argent, je vais t'en faire le double. » J'ai répondu, « Je veux voir de mes propres yeux. » Il m'a emmené dans une pièce à l'arrière, et quand il a appuyé sur un bouton, tout un mur s'est ouvert devant moi. Je n'avais jamais vu autant de cocaïne de toute ma vie. J'ai dit, « OK, je vois que tu peux m'aider, mon vieux. Donne-moi 24 heures et je reviens avec l'argent. » Le lendemain, quand je suis revenu, il m'a présenté un Américain en disant « Voici mon compadre. Je ne suis pas souvent en ville, alors si tu as besoin de quoi que ce soit, il va s'en occuper. Ne t'inquiète pas, tu peux lui faire entièrement confiance. » Cet homme était Max Mermelstein. John m'a présenté Max. À l'époque, je pensais que Max était quelqu'un de bien, un homme de confiance. Max m'a paru très gentil. Il avait l'air gentil, en tout cas. Au début, Max me fournissait 75 ou 100 kilos par semaine. Quand il a compris que j'étais sérieux et que je revenais chaque semaine, quand on remet $1 million par semaine à quelqu'un, un lien se crée, c'est inévitable. Max m'a proposé d'aller en Colombie pour organiser le transport. Il m'a dit, on va partager les profits. Tu feras beaucoup plus d'argent tout en continuant de vendre à qui tu veux. Max m'a envoyé en Colombie. This is the Envigado section of Medellín. It is here that the cocaine bosses meet. Je me tenais avec Rafa qui m'a présenté les gens avec qui il travaillait. On a rencontré l'élite du milieu de la drogue colombien, si je peux dire. Les Ochoa, Pablo Escobar, ceux dont on parle dans les livres. Carlos Leder. J'étais un petit gars de New York, je ne pensais jamais que ça pouvait m'arriver. Ils faisaient croire qu'ils avaient d'immenses bureaux avec des ordinateurs et 40 secrétaires. Mais en vérité, c'était juste une bande de voyous. Des voyous qui ont eu de la chance.
Je vais l'expliquer autrement pour que les gens puissent comprendre. En Amérique, on connaît les Italiens et la mafia. Les Colombiens ont leur mafia, mais c'est une mafia colombienne. À l'époque, il n'y avait qu'une seule famille, celle de Medellín. Les Ochoa étaient une famille d'éleveurs très respectée. Ils avaient énormément d'influence dans leur ville, Medellín, en Colombie. Ils avaient des capitaines et le patron, le capo. Plusieurs prétendent que Pablo Escobar était le grand patron de la cocaïne. Mais le véritable patron était Ochoa. Et pas le jeune Favito, mais le vieil homme. Il n'a jamais passé une journée derrière les barreaux, mais Escobar lui obéissait. Fabio Ochoa, the patriarch of the Ochoa family of the Medellín cartel. They are credited. On dit qu'ils ont créé l'équivalent de la Lloyd's de Londres avec le trafic de la cocaïne en Colombie. Rafa était un lieutenant. Il contrôlait littéralement chaque kilo de coke qui entrait aux États-Unis par l'entremise des gens de Medellín. Rafa savait d'où ça venait, à qui c'était destiné et combien ça valait. Il faisait... C'était incroyable. C'était même pas assez de parler de millions. Personne n'était plus haut placé que lui dans le cartel de Medellín aux États-Unis. Plusieurs soldats travaillaient pour lui, comme dans la mafia. Certains d'entre eux vendaient la drogue, d'autres assuraient la sécurité. Il avait des comptables, des avocats. So in your view, these fellows are not the cocaine cowboys? Absolutely not. Rafa dirigeait tout dans ce pays. C'était une organisation bien structurée. N'oublions pas que c'était un seul et même groupe qui fournissait la drogue, le cartel de Medellín. The feds charge the cartel controls 80% of the cocaine coming into the United States. Federal authorities say these three men now run an organization more violent and at least as powerful as the American mafia. Si j'en juge par mon expérience avec la mafia new-yorkaise, les Colombiens faisaient beaucoup plus d'argent, beaucoup plus rapidement que les mafiosi n'ont jamais rêvé d'en faire. Les Colombiens avaient des granges, des fincas comme ils les appellent, remplies de cocaïne, parce qu'ils en produisaient une quantité industrielle. Les gars qui travaillaient dans les usines mâchaient des feuilles de coca à longueur de journée. Ils travaillaient comme des forcenés. Il n'y avait pas d'industrie là-bas. Ils gagnaient leur vie ainsi. Les fermiers et les ouvriers faisaient beaucoup d'argent avec ce commerce. C'était une véritable chaîne de production, comme à l'usine. On communiquait avec des émetteurs à ondes courtes à l'époque. Il n'était pas question de se téléphoner comme on le voit dans les films. « Hey, qu'est-ce qui se passe en Colombie? Il me faut 600 kilos. » Ça ne se passait pas ainsi. Des antennes s'élevaient à 25 mètres dans les airs pour nous permettre de communiquer. Ils allumaient leurs émetteurs en même temps que nous et on pouvait discuter. C'est comme ça qu'on organisait le transport. On était embauchés par les Colombiens. Ils me disaient « D'accord, on a 1000 kilos, tu peux venir les chercher. » On survolait les montagnes et on atterrissait dans une vallée. Personne ne nous voyait. Atterrir et décoller ne posait jamais aucun problème. Tout le monde était payé. Le gouvernement était de connivence avec eux. Les Colombiens étaient complètement désorganisés. On atterrissait dans la boue ou dans l'herbe, sans parler des gars qui travaillaient là-bas. C'est pour ça qu'on prenait nos propres appareils. En arrivant, on voyait les avions écrasés. Pas question de prendre ce risque. Il y avait deux trajets de retour possibles. Le plus rapide était de survoler l'est de Cuba, mais on pouvait aussi survoler l'ouest de Cuba. Si on avait suffisamment d'essence, le côté ouest était préférable. Comme presque toute la contrebande venait des Bahamas, le secteur était plus surveillé. Personne ne s'attendait à ce qu'on passe par l'ouest. Personne ne s'attendait à ça. Apparently, heavy surveillance and stricter enforcement on Florida's east coast is driving smugglers to the desolate west coast to make their connections. On survolait Marco Island et on se rendait pratiquement au-dessus de la Georgie avant de faire demi-tour. Ainsi, on semblait voler vers le sud. Les gens qui arrivent du nord ne font rien d'illégal. On pourrait transporter 62 000 cadavres dans un avion aux États-Unis. Je ne sais pas combien d'avions volent dans le ciel du pays simultanément, mais il n'y a aucun contrôle. On peut atterrir dans n'importe quel petit aéroport parce qu'il n'y a pas de policiers pour vérifier la cargaison des avions. On survolait un aéroport local pour faire croire que c'était notre destination et ensuite, on filait vers l'ouest. On a acheté des propriétés à Lakeland. On a construit 2 pistes d'atterrissage et des hangars qui ressemblaient à des granges.
En ouvrant les portes du grenier, on voyait que ça épousait la forme de la queue d'un avion. Je me servais d'une voiture familiale vieille de 5 ou 6 ans. On installait des amortisseurs pneumatiques pour que la voiture ne soit pas au ras du sol. On ramenait la voiture au hangar avec une remorqueuse. On a démarré une entreprise de remorquage et on a acheté un garage à Miami. Le remorqueur avait toujours un bon travail en règle. On avait expliqué à notre chauffeur que s'il se faisait arrêter et que les policiers ouvraient le coffre, il n'était au courant de rien. Quand on conduit une voiture, on ne peut pas faire croire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le coffre, contrairement au gars de la remorque. Il n'est au courant de rien. Il remorquait la voiture, c'est tout. Laisse-les saisir la voiture et t'emmener au poste, mais ils ne pourront pas te garder. Tu as une facture en règle. On se déplaçait en caravane de 3 voitures. Une voiture nous servait de couverture à l'avant et une autre à l'arrière. On les remorquait jusqu'à Miami. On a fait ça pendant 6 ou 7 ans sans jamais avoir le moindre ennui. C'était l'avantage de Lakeland. Les gens se faisaient arrêter en direction nord à partir de Miami, mais jamais le contraire. En direction sud, on ne nous embêtait pas. Mickey a commencé à larguer la marchandise. Je me suis construit une petite usine de bateaux pour m'amuser. On a décidé de faire le trajet Colombie-Bahamas en avion avant de larguer le tout dans des bateaux. Il larguait des radiobalises et il connaissait l'emplacement exact de la marchandise grâce à une fréquence qui transmettait l'information. La console centrale s'ouvrait pour qu'on puisse dissimuler la cargaison dans des trous percés dans le bateau. La marchandise entrait par bateau. Au début, la question de l'emballage posait problème. Ça a été un fiasco parce que les Colombiens, toujours aussi merveilleusement bien organisés, ont ruiné 2 voyages. L'eau salée ne fait pas bon ménage avec la cocaïne. Une fois imbibée, la drogue n'était plus bonne à rien. Mickey a essayé de leur montrer comment l'emballer convenablement. Je leur ai envoyé des enregistrements et des photos. Je leur ai montré comment faire de A à Z. C'est impossible de montrer quoi que ce soit à un Colombien. Mickey aurait pu passer des heures à leur expliquer comment faire. Les Colombiens ne l'auraient jamais écouté. Mes gars sont partis chercher la marchandise et elle n'était pas bien emballée. C'était toujours la même chose. On a perdu plus de la moitié de la coke. Ils ont jeté des millions de dollars par les fenêtres par pure négligence. Leur négligence causait des pertes. Ils étaient furieux contre moi. Ils ne pouvaient pas me le reprocher. Hey, c'est votre faute. Ça a enfin marché au 3e voyage. Et après, c'est devenu une recette gagnante. Parfois, je passais par ce qu'on appelait la porte d'entrée à Haulover. On ne pouvait pas dire qu'on arrivait à Haulover, alors on parlait plutôt de la porte d'entrée. C'était une sorte de code. J'ai loué un appartement au canal Haulover, au 12e étage, dans le coin nord-est d'un immeuble appelé Harbor House. On avait une vue imprenable sur le canal. J'ai payé une jeune femme pour qu'elle y vive et quand on faisait un voyage, elle disposait de puissantes jumelles et d'une radio. On a trouvé toutes les radiofréquences possibles pour déjouer ce qu'on appelait la concurrence. Les douaniers, la patrouille maritime locale, on savait quand ils nous écoutaient. De là, on se rendait à la marina de Ball Lake où je louais plusieurs emplacements. Le lendemain, mon remorqueur arrivait avec un bon de travail et sa remorque. Mon atelier se trouvait à quelques coins de rue de là. On entrait le bateau à l'intérieur et on chargeait la cargaison dans les voitures. On me remettait toute la marchandise. J'avais différentes planques à Miami. J'engageais des gens ordinaires, des travailleurs qui voulaient gagner plus d'argent. J'essayais de trouver des volontaires qui habitaient dans des quartiers convenables et qui ne prenaient pas de drogue. J'avais appris ma leçon. J'avais déjà trouvé des petits trous dans mes sacs, comme si des rats les avaient grignotés. En fait, quelqu'un y avait planté sa paille, et pas dans un seul sac, mais dans 5 sacs différents, de sorte qu'il manquait 1 gramme ou 2 par sac. Je choisissais uniquement des maisons avec un garage, parce qu'il y avait énormément de kilos à transporter. On ne pouvait pas décharger la voiture en pleine rue. Je faisais le compte pour m'assurer que tout était là. Je travaillais toujours le jour, jamais le soir. Chaque produit était identifié. 300 sacs étaient marqués d'une bicyclette et 200 de lunettes, par exemple. Chaque sac était destiné à un groupe précis. Il y avait 4 groupes différents. J'avais des chauffeurs qui se rendaient dans des casse-croûtes. Le chauffeur entrait à l'intérieur et remettait la clé aux Colombiens qui l'attendaient. Parce que les Colombiens avaient leur propre revendeur ici. Ça n'avait rien à voir avec les scénarios ridicules de Miami Vice, où les voitures se rangeaient sur le côté, les gars sortaient leurs armes et demandaient à vérifier le contenu du coffre. Ça ne se passait pas ainsi. De toute façon, les gars suivaient les ordres d'en haut. Ils n'avaient pas le choix de l'accepter, qu'elle soit de bonne qualité ou non.
Je remettais la marchandise à des grossistes. Ils la divisaient en 25, 50 ou 75 sacs selon les demandes de leurs revendeurs. Je me souviens qu'un kilo pouvait se vendre 40 ou 50 000 $ dans la rue à l'époque. Ils nous payaient pour le transport de la marchandise. Si ma mémoire est bonne, on recevait 3 500 $ le kilo pour le transport. Et pour m'assurer de me faire payer, je leur remettais seulement la moitié de leur commande. Ils déposaient l'argent dans le coffre et ils nous retournaient la voiture. À ce moment-là, je leur remettais le reste de la marchandise. On essayait de rester le plus loin possible les uns des autres. Ainsi, ça devenait plus difficile de remonter la filière. C'était ma plus grande crainte. Les grossistes faisaient affaire avec 4 ou 5 revendeurs différents. L'un d'eux pouvait se faire prendre et nous dénoncer pour ne pas aller en prison. Il pouvait dire aux policiers, « Voici mon fournisseur, suivez-le et il vous conduira jusqu'à moi ». J'ai entendu Rafa dire « Il faut que je le tue parce qu'il s'est fait pincer, il va balancer mes gars ». J'en entendais des vertes et des pas mûres. J'ai donc décidé de ne jamais rencontrer personne. Ils avaient une voiture, mais ils ne savaient jamais d'où elle venait. La voiture était là, voilà tout. Et on ne rapportait jamais la voiture où se trouvait la coke, parce que l'argent et la drogue ne doivent pas se retrouver au même endroit. L'argent était caché dans une des maisons. Je prenais ma part et je cachais le reste parce qu'il fallait que je renvoie l'argent à Ochoa et Escobar. À l'époque, on travaillait avec Noriega au Panama. General Noriega's country is a mecca for drug money laundering. L'argent repartait dans l'un de nos avions en direction du Panama et des gens de Noriega. Il leur permettait d'atterrir à l'aéroport. On n'envoyait jamais un avion avec moins de 10 millions $. Unlimited amounts of money may be brought into and out of the country with no reporting requirements, and money laundering is not a crime. L'armée prenait l'argent et le déposait à la banque. On était associés avec Noriega. Ils ouvraient des comptes de banque pour nous. On avait un compte et on pouvait émettre des chèques quand bon nous semblait. Souvent, au lieu de me payer pour une transaction de 500 kilos, ils me donnaient 100 kilos, que je pouvais revendre 25 000. Quand la marchandise arrivait, je choisissais les meilleurs sacs, parce qu'ils n'étaient pas tous pareils. Max et moi, on faisait entre 750 000 et 1 million par voyage. Max disait « Super, avant je faisais 250 000 avec le transport. » Non seulement pouvait-il rester assis sur son derrière à la maison, mais il faisait 3 fois plus d'argent chaque semaine. Il y avait de la drogue partout. Tout le monde s'est mis à consommer de la cocaïne. Dans les années 80, c'était incroyable. La cocaïne était la drogue à la mode. C'était dans le vent. On ne pouvait pas entrer dans les toilettes d'un bar sans en voir. Il y avait toujours quelqu'un en train de se faire une ligne dans les toilettes. On entendait la porte de la toilette se refermer et tout le monde prenait de la coke. Des gars sortaient les toilettes des filles. Dans certaines boîtes de nuit, les dessus des tables étaient en miroir. On voyait même des serveurs aider les clients à se faire une ligne de coke. Il y a eu une période à Miami où de banals petits accidents de voiture se produisaient et 3, 4 ou 5 personnes ouvraient la portière et s'enfuyaient à toutes jambes. On trouvait des armes à feu et de la cocaïne dans la voiture. They pulled this one over and they found 30 duffel bags filled with 2,100 plus pounds of 90 to 95% pure cocaine. But while busts and seizures of most drugs are up, there is more cocaine in South Florida than ever before. On est passé de valises contenant 1 ou 2 kilos de cocaïne à 1000 kilos, ce qui veut dire 1 tonne de cocaïne, puis à 5000 kilos, ou 5 tonnes de cocaïne. Sur une période de 5 ans, j'ai plaidé la plus grosse affaire de cocaïne de l'histoire à 10 reprises. Chaque saisie était plus spectaculaire que la précédente et fracassait tous les records. Usually, when prices of goods fall, this comes as good news. An exception are the current bargain rates for cocaine. Des millions de dollars de drogue tombaient littéralement du ciel. Un jour, un pasteur faisait un sermon dans une église du Sud contre les dangers de la drogue, quand tout à coup, un demi-million de dollars de cocaïne a défoncé le plafond. L'avion qui larguait la marchandise a été pris en chasse par un avion des douanes. The price for the illegal white powder in South Florida has fallen by 50% in the last 2 years. Mon Dieu, il y a eu le cartel de Cali, le cartel de Barranquilla. De plus en plus de cocaïne entrait au pays. The Miami Colombian connection is 80% of a $20 billion annual cocaine business. Miami is one of the principal branch offices of what can be called Cocaine Inc. Florida is awash in cocaine. Ask what you can do for your country.
The elitist drug is turning blue collar. Pour les gens de la classe moyenne, c'était comme la bière ou le maïs soufflé. 1 out of 10 American workers on the job is stoned. Les gens la portaient au cou, personne ne s'en cachait, personne n'essayait de s'en cacher. J'ai essayé la coke, bien sûr, mais j'ai jamais compris pourquoi c'était aussi populaire. It is so intense. I can't even describe it. It's the best. It really is. Les gens étaient fous de ça. In Dade County alone, fatal drug overdoses have increased more than 88% in just the last 12 months. 15 years ago, one coke-related death a year was rare. Cocaine deaths in Dade County have now jumped to about 2 a week. Les gens se sont mis à la fumée. Studies indicate that most cocaine users here have switched to smoking the drug. Did you come here to smoke cocaine? Je ne parle pas du crack, mais de la cocaïne épurée. Elle est arrivée avant le crack et elle a fait fureur. Les gens s'enfermaient chez eux pour fumer de la coke épurée. And I'd stayed up for almost 4.5 days straight, non-stop, no food, no sleep. Je ne comprenais rien, mais je les encourageais. C'était mon gagne-pain. Plus ils en consommaient, plus je faisais d'argent. Je suis arrivé ici à 25 ou 26 ans avec 750 ou 800 $. J'avais rien d'autre. Quand j'ai commencé dans le métier, je me servais de l'appartement de mon grand-père à South Beach pour cacher mes kilos. Je me souviendrai toujours de la première fois qu'il les a vus. Il m'a demandé ce que c'était et quand je le lui ai dit, il m'a répondu qu'il ne comprenait pas. J'ai dit, « Comprends-tu si je te dis que je fais 50 000 $ par semaine ?» Un jour, je lui ai annoncé que je me servirais plus de son appartement et que j'allais payer quelqu'un. Il ne voulait pas. J'ai dit, « Ça va, j'ai $1 million maintenant. » Il ne m'a pas cru. Je lui ai répété que j'avais $1 million et que je pouvais payer quelqu'un pour cacher mes kilos, parce que je voulais plus me servir de lui. À l'époque, $1 million, c'était énormément d'argent pour moi. C'était le premier million que je faisais. C'est beaucoup d'argent. Après, c'est devenu banal. Au milieu et à la fin des années 70, l'économie américaine a considérablement ralenti. Les pages économiques du Miami Herald parlaient d'une grave récession à l'échelle du pays. Le taux de chômage a atteint un pourcentage inquiétant. Les gens perdaient leur maison, le marché immobilier s'est effondré. Pourtant, à Miami, on ne pouvait pas acheter de maison. Il n'y avait pas suffisamment de Rolex en or pour satisfaire la demande. For the first 6 months of 1977, retail sales in Miami topped $10 billion. No sign of recession here. South Florida has held up better than some of the other parts of the country. À Miami, on vendait des voitures à l'épreuve des balles à des centaines de milliers de dollars. Il y avait une pénurie de Ferrari et de Mercedes. Some of the car dealers we checked with said they have less than a 1-month supply of unsold cars. They said they are still taking deposits, though deliveries will be delayed. Les trafiquants de drogue achetaient toutes les voitures. Drugs and money, they go hand in South Florida. It's a $7 billion a year retail business. That's about $12,000 for each household in Dade County. Si on analyse les billets de banque dans les portefeuilles des gens de Miami, on trouvera des traces de cocaïne. The profits for the drug lords have made the local economy recession-resistant. Every day, cash pours into our cocaine economy, buying real estate, boats, cars. J'avais une Porsche Turbo, une Mercedes. La 6.9 était la voiture la plus prestigieuse. On s'est disputé. On s'est engueulé. Elle voulait quelque chose que je refusais de lui donner. Je me suis approché et je l'ai giflé. Elle me pourchassait dans l'entrée. On a complètement démoli 2 Mercedes. John a sorti un revolver et il a tiré sur la voiture. La balle m'a frôlé la tête. Il a fallu que j'appelle une dépanneuse pour les faire détruire. On a démoli les 2 voitures. Et le lendemain, je rigolais. On a démoli beaucoup de choses. Seigneur, il y en avait pour $100 000. À l'époque, il y avait un concessionnaire qui s'appelait LP Evans Mercedes. Des gars comme Max, Raphaël et 2 ou 3 de ses hommes lui achetaient de 8 à 10 Mercedes par année avec des chèques du Panama. Qui peut acheter de 8 à 10 Mercedes par année? Il s'en fichait. Il me voyait entrer, il disait « Oh, comment allez-vous, Monsieur Roberts? Que voulez-vous cette semaine? Je veux la 6.9, juste là. Est-ce que la noire vous convient? Oui, il se moque de la couleur. Il a besoin d'une familiale pour sa petite amie. Et je faisais le chèque. C'était même pas un chèque de banque américain. Je connaissais le vendeur de Mercedes. C'était un chèque d'une banque du Panama. Et je repartais avec la voiture. Relatively little has been done to stop this disease-like spread of the cocaine economy. Tout le monde voulait faire de l'argent. It's not unusual for a Latin to spend $20,000 and more for all kinds of merchandise. And best of all for the merchant, he pays in cash.
If South Florida businessmen are not hooked on drugs, the experts say they can be addicted to drug money. On a acheté un Cessna Conquest qui nous a coûté 980 000 $. On l'a payé comptant. Essayez donc de faire ça aujourd'hui. Ils n'ont pas bronché. Ils n'ont même pas bronché. Pas de question, prenez l'argent et sauvez-vous. Ils s'en fichaient. Cocaine and marijuana sales through Miami generate so much money that smugglers literally have no place to put it all. Vous ne pouvez pas imaginer. J'avais des sacs poubelles enfouis dans ma cour avec 700 000 ou $1 million dans chaque sac. Je savais plus où mettre tout ça. Il en cachait dans la nourriture des chevaux. Je me souviens d'en avoir trouvé dans leur sac de moulée. Et personne ne me posait de questions. Je fournissais 10 kilos à mon voisin chaque semaine. Le quartier de Tierra del Rey tombait en ruine quand on a emménagé. Mon voisin en face recevait 20 kilos par semaine. Il faisait le guet pour moi. Tout le monde avait désespérément besoin d'argent. Et tout à coup, tout le monde en avait dans le voisinage. Il leur donnait $1 000 et tout allait bien. John était rusé. Ça n'avait pas d'importance. J'avais assez d'argent pour m'acheter tout ce que je voulais. Mais comment était-ce possible? J'avais 3 bateaux dans l'arrière-cour, 2 cougars qui vivaient dans la maison et un hélicoptère. Je me rendais à l'hippodrome en hélicoptère. Tout le monde arrivait en voiture et moi, j'atterrissais en hélicoptère pour voir mes chevaux courir pendant 1 heure avant de rentrer. J'avais 40 ou 50 chevaux de course. Il avait de magnifiques chevaux de course. Savez-vous combien ça me coûtait par mois juste pour les nourrir? 50 000 $. Le prix n'avait pas d'importance. On avait de l'argent plein les poches et on faisait la fête. Tout à coup, des dizaines de boîtes de nuit huppées ont ouvert leurs portes. Le Jockey Club, le Turnberry, le Palm Bay Club, le Cricket Club. Mais la meilleure boîte de nuit était sans contredit le Mutiny de Coconut Grove. Sa clientèle était presque exclusivement constituée des gens du milieu de la drogue. Les trafiquants avaient de l'argent, pouvaient se montrer généreux. On arrivait au restaurant. On dînait chez Arturo, au Palm ou chez Joe's Stone Crab. À l'époque, le meilleur restaurant était le Forge. Il nous réservait la salle à l'arrière. On pouvait dépenser 20 000 $ en une soirée. On détruisait tout et on leur donnait de l'argent en disant « Voilà, réparez tout ça ». L'argent n'avait aucune valeur à nos yeux. John aimait bien les bars érotiques. C'était rien de dépenser 5 000 $ dans un bar de danseuse. Et je parle pas d'une occasion spéciale, mais de 3 ou 4 soirs par semaine. Je disais à un ami, tu vois la fille là-bas? Je te parie que je peux la convaincre de coucher avec toi. Il disait, c'est impossible, elle acceptera jamais. Je demandais à la fille combien elle voulait pour coucher avec mon ami. Elle répondait que c'était pas son genre. Mais je faisais monter les enchères, 500, 1000, 2000. Comme je l'avais parié, elle finissait par accepter pour 2 ou 3 000 $. C'est d'accord. Le gars n'en revenait pas. Il se demandait comment je faisais. C'est la même chose maintenant, selon moi, même si Miami a changé. Tout a un prix. Les incorruptibles sont l'exception qui confirme la règle. On parle de personnages haut placés, comme Noriega, du maire d'une petite ville ou d'un simple policier. Un gars qui se fait prendre avec 50 kilos dans le coffre de sa voiture n'a qu'à offrir un pot de vin. On ne peut peut-être pas soudoyer un policier avec 50 ou 100 $, mais dans ce cas-ci, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Il n'y avait qu'à leur promettre qu'une heure plus tard, ils obtiendraient la somme demandée, comptant. 1,5 750 000 $. Pourvu qu'on puisse repartir avec la coke. Ça marchait la plupart du temps. Je connaissais un lieutenant qui travaillait à North Bay Village. Je suis allé le voir en lui disant « J'aimerais décharger des bateaux derrière le poste de police de North Bay Village. Penses-tu que ça pose problème ?» Il m'a répondu qu'il pouvait nous fournir 2 voitures de patrouille pour le transport de la marchandise. 4 maires ont été inculpés et la plupart ont été condamnés pour corruption. On est devenu tellement puissant avec tout cet argent. J'étais proche des Républicains. Howard Baker m'a écrit une lettre pour me demander de leur envoyer ma contribution tout en m'invitant à Washington. J'étais là parmi les sénateurs et les gros bonnets et aucun d'entre eux ne m'a jamais demandé ce que je faisais à Miami. Ils m'ont invité là-bas parce que j'avais donné beaucoup d'argent au Parti républicain. C'est aussi simple que ça. Et je me disais, j'ai fait ça uniquement grâce à la vente de drogue, rien d'autre. Le trafic de la cocaïne et l'argent ont éliminé tout sens moral dans cette ville. Millions of dollars in cash supports a network of drug banks. Avez-vous déjà vu autant de banques dans une ville? Et on va me faire croire que c'est grâce aux entreprises? À d'autres, voyons. What makes law officials suspicious is that last year, South Florida banks took in $6 billion in extra cash from depositors.
Les présidents de banque ont passé des jours à compter les billets. Is Landmark a cocaine bank? It is not, definitely not. Les banques ont acheté d'énormes compteuses de billets. Lacking storage space, the banks turned it over to the Federal Reserve. Authorities say a bank this size normally deposits about $12 million a year in cash with the Federal Reserve. Last year, Continental National deposited $600 million in cash. Are you implying that in this bank there is something wrong? This is the counting room of the Federal Reserve Bank in Miami. Last year, the Federal Reserve Bank here generated a surplus in cash of $5 billion. More money than all of the other Federal Reserve banks in the country combined. Miami could possibly be described as the overseas corporate headquarters for money laundering for the Colombians. Je me suis mis à acheter un tas de maisons. There are thousands of properties worth more than $1 billion that have been bought with illicit money in South Florida. Quelques maisons. On a acheté une entreprise de bateaux. Le terrain de l'entreprise. On a acheté des appartements. Beaucoup d'entrepôts. On a acheté 200 hectares de terrain à Tampa. Énormément de biens immobiliers. On a acheté un immeuble pour installer une salle des radios. 400 hectares dans le centre de la Floride. Les trafiquants de drogue achetaient 8, 10, 15 maisons. Presque tout un quartier du sud de Miami m'appartenait. J'ai investi 24 millions de dollars dans l'immobilier. Un jour, je me rendais au travail et je roulais sur l'autoroute 95 qui offre une magnifique vue sur le centre-ville de Miami. J'ai compté 22 grues à l'horizon. Je me suis demandé combien de chantiers de construction venaient de l'argent de la drogue. Combien j'ai pu dépenser? Il y avait tellement d'argent que le processus était tout simplement irréversible. Probablement tout ce que j'ai déposé à la banque. Facilement 50 millions de dollars, facilement. Ces milliards de dollars ont peut-être permis de développer Miami, mais c'était de l'argent maculé de sang. En 1979, la situation est devenue vraiment préoccupante. Ce drame a marqué un tournant. C'était la première fusillade liée à la guerre de la cocaïne dans un lieu public. The shootout occurred at about 2:30 this afternoon when 2 or more Latin males entered the Crown Liquor Store here on the west end of the Dadeland Mall. They were followed by 2 or 3 other Latin males, and then the shooting began. Dès qu'on a entendu parler des mitraillettes, on a su que c'était relié à la drogue et aux Colombiens. Right now, 2 people are dead and there are others injured. Inside the liquor store, one Colombian national and another non-Cuban Latin suspected of drug trafficking lay face up in a pool of blood. Je me suis ruée là-bas et j'ai dit « Je suis du Miami Herald. Que s'est-il passé ?» Les policiers avaient l'air bouleversés et inquiets. I have never seen in my life an extensive amount of, how would you put it? En juillet 1979, j'étais aux homicides depuis 2 ans. Mais ça dépassait tout ce qu'on avait vu jusqu'à ce jour. Well, there was this glass, there was debris all over the place. There were bullet casings on the wall, on the floor, on the shelf. It just looked like a old Western shootout. The assailants sprayed gunfire all around the parking lot. Did you see what happened to him when the shooting was over? They ran. Where? I don't know. I was running. Innocent bystanders dove for cover. Cars were riddled with machine gun fire, gas tanks spilling out. Il y avait 2 lieux de crime, en fait. Le premier se trouvait dans le magasin avec les 2 cadavres, et le second, auquel on m'avait affecté, a été surnommé la camionnette de guerre. A delivery van was found abandoned in the north side of the mall with the door open and the motor running. C'était une Econoline Ford 79 flambant neuve convertie en véhicule blindé. Une machine de la mort. Elle avait une armature d'acier soudée sur les côtés et les fenêtres pouvaient servir de meurtrières. C'était écrit Happy Time sur le côté. On a trouvé 14 armes différentes à l'intérieur. Ces meurtriers étaient de la génération du tout jetable. Ils déchargeaient leur arme au complet et la jetaient avant d'en prendre une autre. Il y avait tout. Fusil de chasse, carabine, Mac 10, Uzi, une sélection d'armes de poing, sans oublier les munitions. Ce drame a été un moment décisif. Les policiers ont compris la gravité de la situation. Ils ont constaté à quel point leur puissance de feu était inférieure. What would the amount of weaponry in that van indicate to you? Well, they were well armed, we can say that, and they came prepared to
Une pluie de balles. Le compte final s'élevait à 86 balles tirées. Dieu sait combien ces hommes ont reçu de coups de feu. Les victimes avaient tellement de blessures par balle qu'il était impossible de déterminer le nombre exact de coups de feu. On a ouvert l'enquête selon les procédures habituelles. La camionnette était immatriculée sous un faux nom, les armes à feu avaient été achetées sous un faux nom et quand les adresses étaient exactes, les gens avaient disparu. Typiquement colombien. Officers searched the surrounding neighborhood for more than an hour, but turned up no suspects. Je me suis dit encore une autre affaire non résolue. Jamais on n'avait réussi à élucider un meurtre lié aux Colombiens. C'était un tout nouveau phénomène. Le degré de violence était sans précédent, de même que le raffinement des techniques. C'était la première fois qu'une fusillade se produisait en plein jour, dans un lieu public, au beau milieu des passants. Par la suite, c'est devenu monnaie courante. Ça a été le début d'une guerre, la guerre de la cocaïne. Local homicide detectives say Miami's in the middle of a narcotics war between Colombian and Cuban drug dealers. Miami changeait. Les Colombiens voulaient chasser les Cubains. C'était une lutte acharnée pour conquérir l'ensemble du marché. La violence venait des deux factions rivales. C'est cette violence des cow-boys de la cocaïne qui a transformé Miami. C'était les cow-boys de la cocaïne. They call them the cocaine cowboys. Ces fameux cow-boys de la cocaïne, c'étaient les gens de Medellín. Estimates are that as many as 100,000 illegal Colombian aliens are living and working the drug trade in South Florida. Ils traquaient leurs cibles. Ils tuaient leurs femmes ou leurs bonnes. Qui tombait sur un chien, un oiseau ou un poisson rouge, ils le tuaient. Si une petite fille sonnait à la porte pour vendre des biscuits, ils la tuaient aussi. Des innocents qui se trouvaient au mauvais endroit. N'importe qui se faisait tuer, même les enfants. Ils tuaient tout ce qui bougeait. Jesus Hernandez, a submachine barrage tore him apart in his car on a busy southwest street at noon. Plusieurs mitrailleuses. And then I heard the ba-boom, ba-boom, pa-pa-pa-pa-pa. And the apartment was sprayed by machine gun fire, a trademark, according to police, of the cocaine cowboys. On the highways, the Turnpike, US 1, in some cases residential streets. The red Mustang was heading north on Southwest 107th Avenue. A green sedan pulled alongside the driver, opening fire. The tools of death, automatic weapons and shotguns. C'est le genre de choses qu'on voit à la télévision, pas dans la vraie vie. Witnesses describe the scene as a war zone, Miami Vice without the cameras. C'était bien réel, ça se passait sous nos yeux. Il y avait 5 morts ici, 3 morts là-bas. A quiet residential area in Kendall tonight became the scene of a grisly mass murder. 6 bodies were found in a posh townhouse. Miami police say this is the worst multiple homicide in the city's history. Police believe the massacre was drug-related. C'était de vrais massacres. De nos jours, tous les réseaux de télévision diffuseraient cette nouvelle de dernière heure. Mais à l'époque, une telle violence faisait partie du quotidien et les médias disaient « c'est seulement un double meurtre ». C'est seulement un triple meurtre. C'était devenu courant de se déplacer d'une scène de crime à l'autre. Il fallait plus de 4 ou 5 victimes pour qu'une affaire attire l'attention. Je me souviens d'une soirée où il y a eu 5 meurtres. Au début des années 80, Miami avait la réputation d'être l'endroit le plus dangereux de la planète. First Detroit was murder city, then Atlanta, now Miami. In 1976, we investigated 104 murders. The first 7 months of 1979 have been called the bloodiest in South Florida's history. There were 573 total homicides in 1980. 1981 will go down as another record year for killings around Greater Miami. I think we're probably going to see in excess of 600 homicides by the end of the year. As South Florida's drug trade prospers, Dade's homicide rate will continue to climb. For Fidel Castro, it was tantamount to an act of genocide. With one fell swoop, he rid Cuba of thousands and thousands of undesirables. He emptied his prisons. He cleared the bums off the streets of Havana. Murderers, thieves, perverts, prostitutes, the retarded, crippled, the winos, all were rounded up, sent to Mariel Harbor, and put aboard boats bound from Miami. Fidel Castro lui-même a publiquement déclaré « J'ai tiré la chasse d'eau des toilettes de Cuba aux États-Unis ». Il s'en est vanté. One boat left Mariel for Key West every 5 minutes. They came unhindered, night and day. It became commonplace in South Florida. Shots are fired, people are killed, and much of the time the killers are people who came over from Cuba in the boat lift of 1980.
Par conséquent, le nombre de meurtres a doublé cette année-là. It'd be like if an invading army was dropped in here to rape, pillage and burn in our town. And that's exactly what they're doing. Aggravated assaults, rapes, robberies. Dans le temps de le dire, on avait des cadavres par terre. On les empilait. C'était honteux. There have been so many murders throughout greater Miami lately that a special refrigerated truck is now being used by the Dade Medical Examiner's Office to store all the bodies. Ils l'ont loué de Burger King, dont le siège social était tout près. J'étais furieux. We have been invaded by aliens from outer space. These guys are spaced out. Personne ne s'inquiétait de ce qui se passait dans les rues de Miami. Alors j'ai décidé de parler. They're psychologically totally not even human. They're animals. Not even animals. That's an insult to the animal kingdom. L'ordre public était inexistant. We all carrying guns. My wife carry guns. My two sons are carrying guns. You see that I have a shotgun loaded in my house and we're gonna shoot someone. Je ne me promenais jamais dans le comté de Dade sans être armé. C'était hors de question. J'ai toujours eu un revolver. Je ne dormirais pas bien sans mon arme, surtout à Miami à cette époque. Merrill Stehheim et tous les commissaires du comté étaient furieux. Je suis devenu persona non grata pour un temps. Miami était sur le point de s'effondrer. But police help won't come soon because of a manpower shortage in the department. Federal agencies readily admit they are crippled by lack of manpower, money, and resources. Le service de la police de Miami a procédé à des embauches massives. It's hoped more police on the streets will help to reverse this record-setting trend. La règle voulait qu'on ne puisse pas devenir policier si on avait déjà pris de la drogue une seule fois dans sa vie. Ils l'ont changé pour les 10 dernières années, mais ça n'a pas marché. Puis, ils l'ont changé pour les 5 dernières années. Mais là encore, les candidats n'étaient pas nombreux. Ils ont ensuite demandé 2 ans en vain. Finalement, quiconque n'était pas drogué au moment de l'embauche faisait l'affaire. C'est ce qui a provoqué le plus gros scandale de corruption policière depuis les dénonciations faites par Serpico à New York. Tous les cadets de cette année-là ont fait de la prison ou sont morts. This makes a total of 3 Miami officers arrested over the weekend. Today's arrest came as 7 other Miami officers went on trial accused of ripping off other cocaine dealers and for dealing drugs themselves. The so-called cocaine cops have been charged with conspiracy, drug trafficking, and racketeering. The tally shocking. 40 current or former Miami police officers arrested or suspended in the last 2 years, 16 suspended in just the last 2 weeks. And it is not over. At least 30 more Miami cops will be suspended. C'était la loi de la jungle dans le sud de la Floride. We might as well just not even come to work and just give the streets up. We truly are committed, and we are going to gain control of these streets once again. The criminal justice system is not working now, and I suggest a revisit of the whole idea. CENTAC 26 était opérationnel en décembre 1981. Il y avait déjà 25 organisations CENTAC à travers les États-Unis. CENTAC veut dire Escouade Tactique Centrale. Notre objectif principal consistait à mener conjointement les enquêtes de meurtre et de stupéfiants. Ils avaient de bonnes relations avec la DEA et le FBI. On n'avait jamais eu affaire à ce genre de criminels par le passé. J'ai donné à mes hommes des directives simples. Les situations exceptionnelles demandent des mesures exceptionnelles. La fin justifiait les moyens. Il fallait nettoyer les rues de la ville. On allait se débarrasser d'eux coûte que coûte, en les jetant en prison ou en les tuant. Cette escouade allait agir plutôt que réagir. C'était une nouvelle façon de faire régner la loi. À l'époque, c'était justifié en raison de la rare violence de ces criminels, que ce soit les trafiquants colombiens ou cubains. Miami seems to have become paradise lost. À l'automne 1981, le magazine Time a publié un article intitulé « Le paradis perdu ». Le magazine Time a démoli Miami. The 9-page article inside focused primarily on Miami as the troubled center of drugs, crime, and refugees. Les politiciens de Miami et du comté de Miami-Dade étaient furieux. That's the number one question that's asked. Is it safe to come to Miami Beach? And what do you tell them? And again, I'm saying to them, unless you're coming down here to traffic in drugs, we are as safe here as you would be anywhere else in the world, including your own hometown. On était déchirés entre 2 univers, la capitale du soleil et de la détente et la capitale du crime. L'article se résumait à ceci: les criminels l'emportaient et nous perdions. Je suis né à Cali, en Colombie, et je suis arrivé aux États-Unis en 1969. J'ai grandi à Chicago. J'étais mécanicien comme mon père. C'est là que j'ai appris comment voler des voitures. J'avais la réputation d'être l'un des meilleurs voleurs d'auto de Chicago pendant ma jeunesse. Ensuite, dans les années 80, je suis devenu assassin pour le cartel.
J'ai commencé à voler des voitures avec une bande de copains pour les revendre à des parcs à ferraille. On faisait entre 200 et 500 $ par voiture et on en volait 5 ou 6 chaque nuit. On était 3. On faisait beaucoup d'argent. Je viens d'une bonne famille, je ne manquais de rien. Je n'avais pas besoin de voler des voitures, mais j'étais attiré par l'argent et l'excitation de voler et revendre des autos. On se tenait au restaurant Tropicana à cause des téléphones publics. C'est là que nos clients nous appelaient. C'était notre bureau. Je laissais toujours mon auto au même endroit et personne n'osait se garer à ma place. Un matin, je suis arrivé et une auto était garée là. J'ai demandé au propriétaire du restaurant à qui elle appartenait. Il m'a dit que c'était la voiture d'un gros bonnet de Miami. Je lui ai dit que je m'en fichais. Je voulais déplacer l'auto et je l'ai fait. Le lendemain matin, on était attablés au restaurant et 3 Colombiens sont entrés. Ils ont demandé qui était Riverita. Je cherche parce qu'il a volé ma voiture. Je lui ai dit que j'étais celui qu'il cherchait. Je m'appelle Rivi. Alors il a dit, t'as volé mon auto et je veux la récupérer. Je lui ai dit, d'accord, mais ça va te coûter 500 $ parce qu'elle est à moi maintenant. Tu t'es garé à ma place. Il a éclaté de rire et il m'a dit, tu sais que t'as des couilles? Je lui ai dit, oui, on m'a déjà dit ça. Il m'a demandé comment on allait régler le problème. Je lui ai dit, c'est bien simple, 500 $ et tu récupères ton auto. Il m'a payé, il a sorti ses clés, il a ouvert le coffre. Il était rempli d'armes à feu, des revolvers, des pistolets automatiques. Il m'a demandé si j'étais déjà allé en Floride. J'ai dit oui, avec mon père. Et t'as un permis de conduire? Oui, j'en ai 6. Il m'a proposé de le conduire à Miami. J'ai dit oui, bien sûr. Est-ce que je serais payé? Il a dit oui, 5 000 $. Ok, pas de problème. En arrivant à Miami, il m'a dit, je suis pas mal occupé, vous pourriez travailler pour moi à Miami et faire plus d'argent. Je lui ai demandé ce qu'on ferait et il m'a dit, livrer de la drogue et collecter l'argent. Peut-être vendre de la marijuana de temps en temps. Il me payait très bien, 1 000 $ par jour. C'était la première fois qu'on travaillait pour des trafiquants de drogue. Je n'aurais jamais cru que je finirais par tuer des gens. C'est arrivé plus tard. Quelques semaines ont passé, on était au Jacaranda, une boîte de nuit colombienne de Miami. Flaco est arrivé, c'était notre livreur de drogue. Il m'a dit, il faut que vous sortiez d'ici parce que ça va chauffer. Tu vois les 6 Colombiens à ta droite qui rigolent et qui boivent? On va flinguer toute la table. J'ai répondu, ok, merci de me prévenir. Laisse-moi avertir mes gars. Ce que j'ai fait, mais Vanegas était dans la salle de bain en train de sniffer de la coke. On le surnommait Negro parce qu'il avait la peau très foncée. C'était pas un noir mais un Colombien en teint foncé. Je suis allé dans la salle de bain pour l'avertir, mais je ne lui ai pas dit qui était la cible. Il m'a dit qu'il arrivait dans 1 minute. Je suis sorti. Pendant ce temps, Vanegas s'est arrêté à la table des Colombiens pour leur dire de s'en aller, qu'il y aurait une fusillade. C'est tombé à l'eau à cause de lui. C'était un accident, il connaissait un des gars assis à la table. Il voulait protéger son ami. J'étais déjà dehors. Vanegas est arrivé, tout le monde se ruait vers la sortie. Flaco est arrivé sur sa moto, il était furieux. Il m'a dit, vous avez tout gâché. De quoi tu parles? Il a dit, quelqu'un a vendu la mèche. Il ne se doutait de rien. Et vous étiez les seuls à être au courant. Je lui ai expliqué que j'avais seulement dit à mes gars de sortir. Attends, laisse-moi parler à un négro. Je lui ai demandé s'il avait parlé à quelqu'un. Il m'a répondu, j'ai dit à un des gars qu'il y aurait une fusillade. Je ne savais pas que leur table était visée. Je savais qu'on était dans la merde. Je suis retourné voir Flaco et je lui ai dit que c'était notre faute, mais que c'était un accident. Il m'a dit qu'on était dans le pétrin et que son patron voulait me rencontrer. Dis à ton patron que c'était un accident. Il ne veut rien entendre, mon vieux. Et le patron veut te voir. Seulement toi. Je te conseille de me suivre. On est parti. En chemin, je lui ai demandé, ils me tueront pas, j'espère. Il m'a dit, je ne sais pas, je ne peux rien te promettre. On avait fait une gaffe monumentale. Ils se préparaient à tuer 6 gars. Je savais que c'était pas des enfants de cœur. Il m'a demandé si j'étais armé. J'ai dit, oui, j'ai un revolver. Mais j'en avais 2. J'en avais un de rechange sur la jambe gauche. On est arrivé au Holiday Inn sur la route 95 et 4 gars sont sortis de leur voiture. Je lui ai demandé si c'était eux, il m'a dit oui. Et il y en a d'autres à ta gauche. J'ai tourné la tête et j'ai vu 4 autres gars. Je me suis approché du plus vieux et il m'a demandé si j'étais bien arrivé. J'ai dit oui, suis-moi. Je me suis assis sur la banquette arrière d'une auto à côté d'une femme. Elle prenait les décisions. Dès qu'elle parlait, tout le monde se tenait tranquille sans dire un mot. Il l'écoutait. Son mari était assis à l'avant, il n'a pas ouvert la bouche. Il m'a pas posé une seule question. C'était elle qui donnait les ordres. C'était la grande patronne. Je me faisais faire la leçon par une femme. Je ne savais pas trop comment réagir. Je ne pouvais pas lui dire « va te faire foutre ». Elle m'a demandé si c'était bien moi qui avais gâché la tuerie de la veille. J'ai répondu que d'une certaine façon, oui, c'était moi. Elle m'a dit qu'elle planifiait ce coup depuis plusieurs mois.
et que c'était la première fois que l'occasion se présentait et que j'avais tout gâché. Elle m'a dit, je vais faire un marché avec toi. Tu les trouves et tu les tues pour moi et on sera quitte. Ce sont les 2 frères qui m'intéressent. Les 4 autres avaient la malchance de se trouver à leur table, c'est tout. Je lui ai dit, vous étiez prête à sacrifier 4 gars pour en tuer 2? Elle m'a répondu que c'était sa façon de faire, fusiller toute la table. Éliminer tout le monde. J'étais surpris. Elle parlait de meurtre comme si de rien n'était. Je lui ai demandé de me laisser une semaine pour les trouver. Elle m'a dit, quand ce sera fait, appelle-moi. Je te donnerai 50 000 $ pour chacun d'eux. Sur le chemin du retour, j'ai posé des questions à Flacco. Qui est cette femme, mon vieux? Il m'a dit que c'était la marraine. Tu peux m'en dire un peu plus à son sujet? Je l'ai connue en Colombie. Et elle est dangereuse. Si tu ne fais pas le boulot, elle va t'éliminer. C'était la grande patronne. C'était la marraine de la contrebande de cocaïne. En arrivant à l'hôtel, j'ai raconté au gars ce qui s'était passé. Vanegas était là. Je lui ai dit qu'on était dans la merde jusqu'au cou avec cette femme. Si on ne trouve pas les frères, il va falloir se tirer d'ici, parce qu'ils vont nous tuer, ils me l'ont dit. Vanegas m'a dit qu'il savait où trouver le plus vieux. C'était tout ce qu'il nous fallait, un des 2 frères, parce qu'il allait nous conduire au 2e. Je lui ai dit d'aller dans une cabine téléphonique pour l'appeler et organiser une rencontre le soir même. On va le kidnapper et leur livrer. On l'a appelé, pas de réponse. Le lendemain, toujours pas de réponse. Le 3e jour, toujours rien. Je perdais espoir. Le 4e jour, il a fini par répondre. Vanegas lui a donné rendez-vous au Ramadaïn en lui disant qu'on avait des armes et des explosifs à vendre. Mais quand il est arrivé à l'hôtel, il était avec son fils, un garçon de 15 ans. C'était pas prévu. Vanegas a eu la bonne idée de lui dire de laisser son fils dans l'auto. Sinon, il aurait fallu amener le garçon avec nous. Il bavardait et rigolait avec Vanegas. J'étais caché derrière un arbre et quand Vanegas a ouvert le coffre, je suis arrivé et j'ai appuyé mon arme dans ses côtes. Je lui ai dit, je te cherchais. Il m'a répondu, je te dois rien. Non, mais quelqu'un d'autre te cherche, une femme. Elle s'appelle Griselda Blanco. Il m'a dit, cette grosse salope, je lui dois rien. Kumbamba lui a donné un coup de pied au visage et lui a cassé les dents, en disant, un peu de respect pour la dame. Tu le lui diras quand tu la verras, on travaille pour elle. Il est devenu livide. Tu vas bientôt la rencontrer. Il s'est mis à trembler. 1 heure plus tard, ils sont venus le chercher. Le lendemain, j'étais chez moi. Il était 16 h. Elle est arrivée. Elle est entrée comme si elle était chez elle. Ma femme faisait cuire du poisson. Elle a dit, j'adore le poisson. Pendant le repas, elle m'a raconté comment il l'avait tué et découpé en morceaux. Pendant qu'on mangeait. Je lui ai dit, vous l'avez tué? Oui, je l'ai tué. Et Kumbamba l'a découpé. Il l'a mis dans une petite boîte et il l'a emballé comme un cadeau avec un chou sur le dessus. Puis on l'a laissé sur l'autoroute, près d'ici. J'ai dit, près de chez moi? Oui. On roulait vers le sud pour venir te rendre visite et on en a profité pour s'en débarrasser en chemin. Je l'ai regardé en disant, vous plaisantez, pas vrai? Non, c'est vrai. Vous avez l'habitude de faire ça? Elle a dit oui. Elle aimait bien découper les gens en morceaux avant de s'en débarrasser. Griselda Blanco a grandi dans une grande pauvreté avec sa mère à Medellín. Elle était prostituée. Elle a commencé sa carrière de criminelle comme voleuse à la tire. Puis elles ont déménagé à New York et elles se sont lancées dans le trafic de drogue. La première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était vers la fin de 1973. Selon nos renseignements, elle représentait une nouvelle menace pour les États-Unis. Ses affaires prospéraient. C'était une importante contrebandière colombienne. Rafa et Griselda étaient des amis d'enfance. Rafa lui donnait tout. Au milieu des années 70, Griselda a été accusée dans la plus grosse affaire de cocaïne de New York. Après quoi, elle a disparu. On a émis un avis de recherche. J'ai perdu sa trace le jour de son inculpation, jusqu'à ma mutation à Miami. On ne peut pas dire à quel moment précis elle est arrivée à Miami, probablement en 78. On ne savait pas où elle se cachait, mais on savait que c'était une grosse trafiquante. Dans la culture latine, il est très rare qu'une femme soit à la tête de sa propre organisation. Je me suis dit qu'elle devait être extrêmement dangereuse. Griselda devait prouver à tous les autres Colombiens qu'elle était capable de faire le travail. Elle voulait que les gens la craignent. Et c'était le cas. Les gens la craignaient.
Sa réputation la précédait partout où elle allait. J'ai fait l'erreur de ne pas savoir exactement qui elle était au début. Je l'ai rencontrée dans une fête chez Rafa. J'étais attiré par les femmes d'origine latine. J'ai demandé à Rafa qui elle était. Et Rafa m'a dit « Oh non, pas touche. » Pourquoi pas? Il m'a dit « Si tu baises cette femme, je serai obligé de la tuer. » J'ai demandé à Max de qui il s'agissait et il m'a tout raconté. Elle était hypocondriaque. Elle était décadente. Elle m'a offert une Ferrari de 80 000 $ à Noël. Elle était riche à craquer. Ses cadeaux de Noël étaient toujours somptueux. Une bague d'Evaperon, toutes sortes de bijoux. Une grande consommatrice de cocaïne épurée. Une lesbienne. Paranoïaque. Ça dépassait la fiction. Miami Vice était de la petite bière à côté d'elle. Et elle avait 3 fils plus âgés. Elle a appelé son plus jeune fils Michael Corleone Sepulveda. Absolument incroyable. Si on parle de ces meurtres, bon sang. On l'appelait la veuve noire parce qu'elle avait tué 2 de ses maris ou les avait fait tuer. Cette femme tranchait littéralement la gorge des hommes après avoir couché avec eux. Je ne sais pas combien de fois elle a fait ça. Je me disais qu'elle ne me ferait pas ça parce que Rafa allait me protéger. Mais Max m'a prévenu que ça ne changerait rien. Elle peut coucher avec toi un soir et te trancher la gorge le lendemain. Qu'est-ce qui va arriver? La guerre va éclater. Griselda était plus dangereuse que n'importe quel homme de ce milieu. Dadeland était la première affaire de meurtre dans laquelle on a su qu'elle était impliquée. Les gars de Griselda sont entrés dans le magasin et lui ont fait exploser la cervelle. La moitié de la cervelle. C'était en juillet 1979. J'imagine qu'il mourrait de soif. C'est cette fusillade qui l'a propulsé parmi les plus violents trafiquants de drogue qui soient. C'est ce qui a déclenché la guerre de la cocaïne. Les meurtres se multipliaient et Griselda Blanco jouait un rôle de plus en plus important dans ce qu'on appelait la guerre de la cocaïne. Elle a tué un grand nombre de Colombiens et de Cubains pour rester au sommet. Wherever they go, they take their special brand of viciousness with them. This woman known as La Madrina, the godmothers, Elle était responsable de la plupart des meurtres commis dans le sud de la Floride durant ces années-là. 79, 80, 81, 82, voilà les années où elle a dévasté le comté de Dade avec ses tueries. Griselda Blanco était un véritable ange de la mort. Aucune autre organisation n'a commis autant de meurtres que celle dirigée par Griselda. Aucune. Elle pouvait tuer pour quelque chose d'aussi ridicule qu'une soirée au restaurant. On est allé au Perros, sur la plage. Si elle mangeait et que le propriétaire lui faisait des ennuis... Cette espèce de colosse s'est mis à déblatérer devant elle et à m'insulter. Elle s'est dit que ce proprio aille se faire foutre, je vais raser son commerce. Puis, on est parti. Ces gars sont arrivés à moto et ils se sont mis à tirer sur tout le monde qui faisait la file pour entrer. Il s'est fait mitrailler directement devant la porte. Ils ont essayé de me mettre ça sur le dos, mais j'étais pas en ville. Il avait dû frayer avec les mauvaises personnes. Riverita est devenu l'homme de main de Griselda. On était toujours 3 ou 4 gars à l'entourer. Elle avait son armée. Une bande de truands. Ces gars étaient exactement comme dans les films. Il y avait Paco. Paco Sepulveda, Diego Sepulveda, Toto, Carlos Vanegas, Alonso Ayala. De la vraie racaille, comme dans The Gang That Couldn't Shoot Straight. Uber, Guillermo, Velasquez. À la différence qu'ils tuaient de vraies personnes. Kumbamba. Monteco, Diego Escobar, Oscar Mario. Jaime Bravo. C'était d'abord et avant tout des tueurs à gages. C'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie. Certains sont pharmaciens, d'autres éboueurs. Eux, ils étaient assassins. C'était comme ça. Chucho Castro était son homme de main en chef. À mes yeux, c'était l'un des meilleurs hommes de main de Griselda. C'était une légende. Il ratait jamais son coup. Le fils de Griselda, Osvaldo, avait 15 ans à l'époque. Il vivait à 100 000 à l'heure. Il était toujours armé et vendait 300 à 400 kilos de cocaïne par mois. Sa mère dirigeait tout. Il se prenait pour Don Corleone et il essayait de l'imiter. Et ça marchait. Il était arrogant à cause de sa mère. C'était un petit malin. Il se tenait chez Faces, une boîte de nuit de Coconut Grove, avec ses copains et sa petite amie. Chucho habitait tout près de là. Osvaldo a eu l'idée d'aller dormir chez Chucho. Il a pratiquement défoncé la porte d'entrée en dérapant avec son auto. Il a fait un boucan d'enfer. Et Chucho est sorti en lui disant de ficher le camp de là. Osvaldo l'a menacé. Si tu me laisses pas dormir ici, je vais le dire à ma mère. Chucho a dit, je me moque bien de ce que tu dis à ta mère. En fait, dis-lui d'aller se faire foutre. Chucho lui a botté le derrière et lui a dit de s'en aller au plus vite et de pas oublier de raconter à sa mère qu'il lui avait botté le derrière. Osvaldo est rentré chez lui, il a tout raconté à Griselda. Elle défendait ses enfants comme une lionne. Si on s'en prenait à eux, c'était la mort assurée.
Avec elle, il y avait toujours quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal. Que ce soit vrai ou pas, elle trouvait toujours une raison. Cet après-midi-là, elle m'a fait venir chez elle et elle m'a dit « Je l'ai prévenu que c'était la guerre. Il n'est plus mon ami. Il est mon ennemi. Si tu le croises, je veux que tu le tues. » Rivy et ses gars sont arrivés dans le coin. Ça n'allait pas être facile. Si on faisait la moindre erreur, c'est lui qui allait nous tuer. Rivy, un chauffeur et un autre homme armé sont arrivés à bord d'une camionnette blanche. C'est moi qui devais tirer. J'avais un M16. J'ai dit au chauffeur de m'avertir quand on s'approcherait de lui. J'avais prévu tirer à travers la portière. Je savais que si j'ouvrais la porte en roulant, il allait deviner. Il connaissait les ficelles du métier. Chucho a ouvert sa porte de garage, il est sorti sur la 168e rue et il est parti en direction ouest, vers l'autoroute 1. L'autoroute 1 se trouvait à un peu moins d'1 kilomètre. On avait bien assez de temps. C'est environ ici qu'ils ont rattrapé Chucho. Ils se sont placés à sa hauteur, du côté gauche, en roulant vers l'ouest. J'ai pris ma mitrailleuse et j'ai commencé à tirer sur ses pneus. Il a perdu la maîtrise de sa voiture, mais il a repris le contrôle et il est revenu sur la route. L'autoroute 1 n'était plus très loin. On était tout près du feu rouge. Il y avait une station-service à notre droite. En s'approchant de l'autoroute 1, Chucho s'est faufilé dans le stationnement de cette station-service. Ses agresseurs roulaient à fond de train en direction de l'autoroute et Chucho a réussi à les semer. On a regardé partout, mais on ne le voyait plus. On est parti en se disant qu'on avait merdé. Le lendemain, Griselda m'a appelé pour m'annoncer que le fils de Chucho s'était fait tuer pendant qu'il dormait dans l'auto. La balle avait traversé le coffre de la voiture et s'était logée dans sa tête. Je lui ai dit qu'on l'avait pas vu. Si je l'avais vu, on n'aurait jamais tiré sur cette voiture. Elle m'a répondu, il fait dire qu'il va avoir ta peau. Il t'a vu. D'accord. Chucho était recherché par les autorités fédérales. Un mandat d'arrestation était lancé contre lui pour trafic de drogue. Il ne pouvait pas rapporter le meurtre de son fils à la police. Il est rentré chez lui, il a déposé le bébé dans la baignoire avec de la glace pour éviter que son corps ne se décompose. Et sa femme et lui ont passé la soirée à pleurer avec le bébé dans la baignoire. Le lendemain, il a appelé la police pour nous dire où trouver le corps. Voici la transcription du coup de fil que Jesus a passé au poste de police. Je viens de laisser le corps sans vie d'un bébé qu'ils ont tué hier. Hier, des bandits dans une camionnette blanche m'ont tiré dessus avec une mitrailleuse et le bébé est mort. Au coin de la 7e avenue et de la 53e rue se trouve le corps du bébé que les bandits ont tué hier. Voici la mosquée où se trouvait le corps de Johnny Castro. Chucho cherchait l'église où il avait été baptisé quelques mois plus tôt, mais il ne l'a pas retrouvé. Il a dû se contenter de cette mosquée qui était dans le même quartier. Le garçon était enveloppé dans un drap, avec 3 roses dans les mains. Une pour chaque année de sa vie. Et un passeport. Le voici. Chucho avait laissé le passeport pour qu'on le reconnaisse. Il était né le 10 mars 1979. Il avait presque 3 ans. Presque 3 ans. On a vu que c'était un enfant colombien grâce à son passeport et on a contacté le sergent Singleton et ses hommes du CENTAC. On savait qu'il s'agissait de Griselda Blanco et sa bande. On avait le nom de Riverita, mais rien de concret. On n'avait pas de photos pour identifier ceux qu'on cherchait. C'était la première fois qu'un enfant se faisait tuer par des trafiquants. Le petit Johnny Castro est mort seulement parce qu'il était en voiture avec son père. Celui-ci était colombien et la cible des cow-boys de la cocaïne. I was a rookie homicide detective, only been up there less than a year. And my son was about the same age at that time. On me demande souvent si la vue des corps me bouleverse. C'est la seule fois où je dois dire que oui. Ça m'a donné un grand coup. J'avais des enfants de cet âge-là. C'était un bambin innocent. Griselda m'a dit, oublie ça, au moins on l'a eu. Elle n'était pas désolée de ce qui s'était passé. Elle s'en fichait complètement. Les Colombiens étaient sauvages dans leur façon de faire, mais elle les surpassait tous. Les gens commençaient à en avoir assez, pas seulement aux États-Unis, mais en Colombie aussi. Tout le monde leur disait que cette femme était déchaînée et qu'elle compromettait tout le trafic. Les Ochoa lui ont transmis le message de s'en tenir aux hommes impliqués et de ne pas faire d'innocentes victimes. Les Colombiens ne souhaitaient qu'une chose, qu'elle se tienne le plus loin possible de Miami. Elle se faisait critiquer de toutes parts, mais elle envoyait tout le monde promener en disant « Je fais ce que je veux ici ». Si ça ne leur plaît pas,
qu'il me tue. J'entendais Rafa discuter en espagnol quand j'étais chez lui. Il disait « Cette salope a encore fait ça. Qu'est-ce que je vais faire ?» Je savais qu'il appelait les Colombiens pour leur demander « Que voulez-vous que je fasse ?» Elle finissait toujours par s'en sortir, mais elle aurait déjà dû mourir depuis longtemps. Riverita est devenu l'homme de main préféré de Griselda. J'étais son responsable de la sécurité, en quelque sorte. J'étais le seul à savoir où elle habitait. La plupart des rencontres avaient lieu chez Rafa ou chez Max. J'ai d'ailleurs rencontré Max pour la première fois chez lui. J'avais accompagné Griselda. Je ne l'ai jamais aimé. Je disais à Griselda de ne pas faire confiance à ce salaud. Je lui ai dit, si tu ne te méfies pas de lui, il va te faire jeter en prison. La prochaine fois que je le croise, je le tire. Mais il le disait à Rafa, et tout le monde le protégeait. Rafa me disait que Max était son compadre. Qu'il aille se faire foutre. Je vais tuer cet enfant de pute. Max m'a dit, tu veux me tuer? J'ai répondu, pas maintenant, mais un jour. Il inspirait le respect avec son ton autoritaire, ses armes et son entourage. Il était toujours accompagné de plusieurs gars. Il avait l'air de quelqu'un d'important. Je n'en mettais pas plein la vue. J'avais une maison à Palm Beach, une maison à Sainte-Augustine et 2 maisons à Chicago. J'avais un tas de voitures. J'en achetais à ma femme et à mes maîtresses. Quand on mène ce genre de vie, il faut avoir quelques petites amies. Dès que je voyais quelque chose qui me plaisait, je l'achetais. Je ne me souciais pas du prix. Il avait un côté vedette. C'était un gars séduisant qui parlait anglais et qui avait beaucoup de charisme. C'était pour ça qu'elle m'aimait autant. J'ai grandi dans ce pays. Je ne devais pas traverser l'océan pour travailler dans la rue. Même s'il avait probablement commis plus de meurtres que quiconque. Je venais d'une bonne famille, mais j'ai grandi dans les rues de Chicago. J'ai toujours été un mauvais garçon. Un meurtrier sans scrupules. Pour tout vous dire, je ne l'aimais pas beaucoup. Parce qu'il se vantait de ses meurtres. Une fois, j'ai baissé ma vitre et j'ai tiré un type dans le visage avec un Mac 11. Je ne veux pas entendre de choses du genre « on a tué ce gars-là » ou celui-là. Je tuais n'importe qui aux États-Unis ou en Europe. Ils m'envoyaient n'importe où. Je ne veux pas les entendre se vanter de quoi que ce soit. J'étais le meilleur aux États-Unis. Le meilleur. C'était troublant. Parce que c'était l'homme de main de cette femme ou je ne sais trop. De 1982 à 84, c'était presque exclusivement lui qui commettait les meurtres pour Griselda. J'avais la réputation de toujours arriver à mes fins. Et je rattrapais à tout coup ceux qui essayaient de m'échapper. C'était lui qui collectait les dettes de drogue. Ses clients lui disaient souvent qu'ils avaient besoin d'un délai. Elle leur répondait, si tu n'es pas ici demain, je vais envoyer Ivy te chercher. Non, on l'envoie pas. Alfredo Lorenzo achetait de la drogue de Griselda Blanco. Griselda m'a dit de leur livrer 5 kilos de cocaïne. Chaque kilo coûtait $50 000. Un total de $250 000. Elle lui vendait de la cocaïne à crédit. Voici comment Griselda opérait. Elle lui a demandé combien de temps il avait besoin pour la payer. Il lui a dit 1 semaine. Elle a répondu, d'accord, je te donne 2 semaines. Au bout de ces 2 semaines, elle ne voulait plus son argent. Elle voulait sa peau. Rivy est allé chercher l'argent. Je me suis présenté chez lui pour le collecter. Il a inventé un tas d'excuses. Dis-lui de me donner un peu plus de temps et je vais la rembourser. J'ai rien dit. J'ai eu pitié de lui. Rivy s'est rendu compte qu'Alfredo Lorenzo lui disait n'importe quoi et c'est ce qu'il a raconté à Griselda. Et elle m'a dit, bah tu sais quoi faire. Elle avait signé son arrêt de mort. Avec Griselda, si vous ne payez pas, vous étiez mort. Même la mafia a un certain code d'honneur. Les Italiens se demandaient comment faire pour obtenir leur argent. Ils réduisaient peut-être le gambouillis, mais ils s'en remettaient. 3 semaines après, il était guéri. Avec les Colombiens, il n'y avait pas de raclée. Les Latins ont le sang chaud. Ils réfléchissent pas avant d'agir, mais le contraire. Ils pouvaient tuer une famille entière et ensuite se dire « Oh mon Dieu, j'ai merdé. Comment faire pour avoir mon argent maintenant ?» Mais c'était trop tard. Ce n'était pas une question d'argent, c'était pour imposer le respect. Essaie pas de m'avoir, sinon je vais te tuer, ou je vais te faire tuer. Elle leur a dit « tuez-le » et ils l'ont fait. Miguel se tenait à ma droite et Oscar Murillo, Nianto, à ma gauche. J'ai frappé à la porte. Dès qu'Alfredo a ouvert, je lui ai enfoncé mon revolver dans les côtes. Je lui ai fait signe de se tenir tranquille et je lui ai demandé où était sa femme. Dans la cuisine, en train de faire à manger. Je suis allé la chercher. Elle m'a dit « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vous demande seulement une chose. Ne faites pas de mal à mes enfants. » 3 enfants, 2 filles et un garçon.
Des fillettes de 6 ans et 4 ans, je crois, et un petit bébé. Je lui ai dit que je ne ferais pas de mal à ses enfants. Quand Griselda m'a donné l'ordre de tous les tuer, je me suis dit que j'allais seulement le tuer lui. Je parlais à sa femme quand j'ai entendu 2 coups de feu. Je savais ce que ça voulait dire. Miguel avait tué Alfredo. J'ai dit à Oscar de surveiller la femme, que j'allais revenir. Je suis allé rejoindre Miguel dans l'autre pièce et je lui ai demandé « C'est fait ?» Il m'a dit oui. Tout à coup, j'ai entendu un hurlement et une rafale de tirs. Je suis retourné dans la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a essayé de me sauter dessus. Oscar a tiré. Elle a reçu 10 ou 15 balles dans la poitrine, mais elle était encore en vie. Elle faisait de drôles de bruits et du sang coulait de sa bouche. Elle agonisait. J'ai pris le revolver de Miguel, un 380 avec un silencieux, et je l'ai achevé en lui tirant 2 balles derrière la tête. Je voulais mettre fin à ses souffrances. Je me suis dit qu'il fallait se tirer de là, mais Miguel a dit non. Griselda m'a dit tuer tout le monde dans la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Il reste que les enfants. Il m'a dit qu'il allait tuer les enfants. J'ai refusé. Non, tu feras pas ça. Il m'a répondu qu'elle lui avait promis une plus grosse somme s'il tuait les enfants. J'ai répété, il n'est pas question de tuer les enfants. Il s'est dirigé vers eux et j'ai sorti mon arme en disant « Tu vas sortir de cette foutue maison ». Miguel était furieux. « Il faut tuer la petite fille ». J'ai dit « On sort d'ici ». Je les ai obligés à sortir à la pointe de mon arme. Alfredo et Grisel Lorenzo ont été trouvés morts en juin 82 dans leur maison. C'était une modeste demeure du quartier Rhodes de Miami. En 1982, je venais de me joindre à l'escouade du Santac. J'ai reçu un appel de Nelson Andrew, qui était enquêteur aux homicides à Miami. Les corps se trouvaient dans 2 pièces différentes. Les meurtriers avaient laissé les enfants dans la maison avec leurs parents morts. Les 2 fillettes et le petit garçon se tenaient près du cadavre ensanglanté de leur mère dans la maison. Elle nous a payés et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai dit qu'on n'avait pas touché aux enfants. Elle était fâchée. Elle m'a dit qu'elle avait donné l'ordre de tuer tout le monde. Et quand elle disait tout le monde, ça comprenait les enfants. Je lui ai répondu que j'avais pris la décision de ne pas les toucher. Elle m'a demandé pourquoi. Parce que ce sont des bambins. Après la mort de Johnny Castro, j'imagine qu'elle s'est habituée à tuer des enfants. Elle aimait la violence. Elle parlait toujours de ça. Il faut se débarrasser d'un tel et d'un tel. Elle y prenait un malin plaisir. Elle a déclaré la guerre à Paco Mejia. Des années plus tôt, il avait travaillé comme homme de main pour Griselda. Apparemment, il l'a volé et la guerre a éclaté entre eux. Homicide investigators learned several weeks ago that a big shipment of cocaine worth several $1 million from Colombia never arrived here. Police say it was headed to New York City. Elle ne pardonnait jamais ce genre de choses. Je suis parti à New York pour tuer tous ceux qui travaillaient pour Paco Mejia. Tous ces hommes. Il n'y avait plus de règles qui tenaient. De ceux qui cachaient la drogue aux tueurs à gages, 11 personnes sont mortes. 11 personnes. On se trouve au centre commercial des Amériques, qu'on appelait le centre Pan American en 81. En arrivant au centre commercial, j'ai ramené les voitures où ils le voulaient. C'est ici qu'Octavio Mejia a été assassiné. C'était le père de Paco. Ils lui ont tendu une embuscade à la sortie du centre commercial. Il a été atteint de plusieurs coups de feu tirés par différents tireurs. Plusieurs personnes étaient en colère parce qu'ils prétendaient qu'Octavio n'avait rien à voir dans le conflit entre Paco et Griselda. On l'a reproché à Griselda. Elle s'est fait encore plus d'ennemis, mais elle s'en fichait. En fait, elle aimait ça. Mais je savais pas que son fils Paco était là. Il attendait son père dans la voiture devant le centre commercial. J'étais furieux de l'avoir raté. Mais je savais que j'allais réussir autrement. J'ai appris qu'il avait une nouvelle maison à Killian Parkway. Griselda m'a dit, cette fois-ci, tu ne manqueras pas. J'ai répondu, non, je vais faire sauter toute la maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais faire sauter une bombe et tuer tout le monde. J'avais 200 bâtons de dynamite. Ça a été une terrible explosion. Le toit s'est envolé et la maison a été littéralement pulvérisée. Les voisins se demandaient ce qui avait cassé les vitres de toutes les autos du coin. J'espérais qu'ils trouvent des corps dans la maison, mais j'avais encore raté mon coup. La maison était vide.
C'était seulement un chapitre de plus dans le conflit entre Griselda Blanco et Paco Mejia. 2 semaines plus tard, on a appris que Paco Mejia prenait le prochain vol pour Miami et qu'il était seul. Griselda m'a dit, on va la voir à l'aéroport. Tu t'en occupes. Elle a fouillé sous la table et elle m'a tendu une baïonnette de 15 cm. Je veux que tu le tues avec ça. Elle voulait que je le poignarde à mort. Je lui ai dit, c'est quoi cette histoire? On change de style? Il était surnommé le porc et elle voulait le tuer comme un porc. Elle m'a offert $1,5 million pour le tuer dans l'aéroport. J'ai refusé et elle m'a demandé pourquoi. J'ai dit non, c'est une mission suicide. Je ne fais pas de mission suicide. Mermelstein et Riverita lui ont vivement déconseillé cet étrange meurtre. Je n'entrerai pas dans l'aéroport pour poignarder ce gars parce que je ne vais pas aller en prison. Trouve quelqu'un d'autre. Elle m'a dit, j'ai déjà trouvé. Je lui ai demandé qui et elle m'a répondu Miguel Pérez, Miguelito. Miguelito était un Riverita sans classe. Miguel m'a déjà dit que si la paye était bonne, il serait prêt à entrer dans la Maison Blanche pour tuer le président. Voici une photo de lui peu après son arrivée à bord d'un bateau pendant l'exode de Mariel en 82. C'est l'un des gars les plus effrayants que j'ai rencontrés au cours de ma carrière. Les Marielitos avaient la réputation de n'avoir peur de rien. Il était plus intimidant physiquement que Rivi. Il était plus costaud et plus fort. C'était le genre de gars qu'on regardait en se disant « Il peut perdre la tête et me tordre le cou n'importe quand ». J'en ai parlé à Miguel et il était d'accord. Il m'a dit oui, je vais le faire, ils vont me donner $250 000 et une maison si je le tue dans l'aéroport. Je lui ai dit que s'il le faisait, j'allais l'aider. Miguelito a tout de suite accepté de le faire. La seule chose que je vais faire pour toi, c'est de montrer Paco quand il va arriver. Il connaissait son numéro de vol. Il l'attendait. Paco est arrivé comme prévu. Il ne s'attendait pas à ce qu'un noir lui saute dessus. Au moment où il a franchi les douanes, un homme a surgi avec une baïonnette. Miguel est arrivé par derrière, il l'a saisi par le cou et il s'est mis à le poignarder. À de multiples reprises avec une baïonnette. J'ai compté 6 ou 7 coups. Dans l'aéroport, tout le monde était bouche bée, comme ça, en état de choc. Personne n'osait broncher. Il a laissé tomber la baïonnette et s'est enfui en courant. C'est là que tout le monde s'est mis à hurler. Les policiers se sont précipités sur les lieux et les témoins leur ont montré dans quelle direction Miguel s'était sauvé. Ils l'ont tout de suite rattrapé. L'un des policiers a plaqué Miguel. Il est tombé à 1 mètre de moi. Il m'a vu et il m'a supplié du regard. Je lui ai fait non de la tête. Je pouvais rien faire. Il y avait des policiers partout. Ils l'ont arrêté et je suis parti. C'était insensé. L'aéroport était bondé de policiers, même à l'époque. Il y en avait partout. C'était complètement fou de penser réussir à leur échapper. Il s'est fait pincer, évidemment. C'était tout à fait le genre de Miguelito. Il ne réfléchissait pas. Il avait un boulot à faire ou un gars à tuer, il le faisait. Paco a survécu. Miguel a été condamné à 15 ans de prison pour tentative de meurtre. Je n'ai jamais revu Miguel. À ma connaissance, ça a été le dernier épisode de la guerre entre les Mejia et Griselda Blanco. Griselda Blanco a joué un rôle de catalyseur pour que les autorités des États-Unis reconnaissent enfin la gravité de la situation à Miami. C'était le chaos. Un foutu bordel. Croyez-moi, quand les gens commencent à se faire tirer ou à se faire tuer, la pression monte. On n'allait tout de même pas tuer la poule aux œufs d'or. Ils ont réagi à cause de la violence, et non pas à cause de toute la drogue qui entrait au pays. Ils n'étaient même pas au courant. Ils ont mis sur pied des unités spéciales. A special anti-narcotics detective squad known as Centec 26. Tout à coup, des gars étaient à mes trousses. Je savais même pas qui ils étaient. D'où sortaient-ils? Prosecutors expect more arrests of drug dealers in the near future. Reagan venait d'être élu. We need to get the president to come to Dade County to talk to the widow of a taxi cab driver whose head's been blown away. Le degré de violence de la guerre de la cocaïne, le taux d'homicide et la une du magazine Time, tout ça a fait réagir. L'escouade contre les crimes violents du vice-président Bush dans le sud de la Floride a inondé Miami de policiers fédéraux. It is a joint operation with the state people, local police officials, Coast Guard, Customs. South Florida cannot be a haven for criminals, for sophisticated and organized drug traffickers, for hired assassins. Le reste des États-Unis a enfin compris que le problème de Miami n'était pas seulement local, mais bien national. This initiative will bring together all our resources to combat the major drug traffic
and the crime problems of Miami. After they sent a telegram to the president imploring him to put Homestead Air Force Base on a war footing to intercept, stop, and shoot down if necessary drug-laden clandestine aircraft or vessels which are trying to smuggle narcotics into Florida. We have an unidentified vessel just west of West End, Grand Bahama. Can you send an aircraft out to visually ID him? I have received authorization from the government of Colombia to fire into your vessel. Roger 160, aye. Please, stop. Tell him to stop and I will stop. Been hit. Got smoke. And agents say their dockside test confirms they got a ton of cocaine, worth $31 million wholesale, a cool $1 billion on the street. The amount of drugs that was seized in this area has gone up 2,500%. The net weight appears to be somewhere around 3,700 pounds. It's by far the largest seizure ever made by the federal government. In fact, I would say it's 4 times the largest we've ever made. Are you saying that it will no longer be possible to smuggle drugs into the United States? No, I never said that. What are you saying? What claims do you make for the It's becoming progressively more difficult. The good news is that Miami's runaway crime rate has been brought under control, that there is now a full-scale commitment on the part of citizens, government, police, and our courts to wage a battle against the criminal enemy. C'était le début de la fin des cowboys de la cocaïne à Miami. The murder rate has certainly come down since 1980. There's been like a 50% decrease in the inner city and about a 30% decrease in the suburbs. Il y avait trop de policiers et les journaux parlaient constamment de nous. J'ai dit à Griselda que ça devenait de plus en plus chaud et qu'elle devrait partir en vacances quelque part. Elle m'a répondu qu'elle pensait déménager ses opérations en Californie et m'a demandé si je voulais l'accompagner. Je lui ai dit que j'en avais assez des meurtres, que j'avais plus besoin d'argent et que je retournais à Chicago. On sait maintenant qu'elle a quitté la ville en 1984 et avec le recul, on constate que le taux de criminalité a baissé à ce moment-là. J'étais content de quitter Miami parce que je savais que j'étais en danger et Griselda ne voulait rien entendre. Comme l'organisation s'était déplacée en Californie et que j'étais policier à Miami, il fallait que je convainque mes patrons que c'était pertinent que je mène une enquête en Californie. C'était plus qu'une question de temps avant qu'ils nous pincent. Je disais que si j'attrapais Griselda, j'allais l'embrasser sur la joue. Elle a repris ses activités en Californie. Rafa n'était pas chaud à l'idée d'envoyer la marchandise là-bas. Et elle s'est liée d'amitié avec Martha pour avoir de la cocaïne. C'était une parente des Ochoa. J'ai pas besoin de Rafa, je peux trouver tout ce qu'il me faut. Et c'est ce qu'elle a fait. Max m'a dit, on va manquer de coke pendant un moment parce qu'il y a un gros problème. Griselda a décidé qu'elle ne voulait pas payer les 1500 kilos. Je lui ai demandé en quoi ça nous concernait et il m'a dit que les Ochoa refusaient d'envoyer quoi que ce soit tant que le problème n'était pas réglé. Griselda m'a dit, je vais tuer cette salope. De qui parles-tu? Cette salope. Griselda se disait que si elle tuait Martha, il n'y aurait jamais de preuve qu'elle ne l'avait pas payé et que Martha n'avait pas envoyé l'argent à sa famille. J'ai expliqué à Griselda que c'était pas bon pour les affaires. La planète ne serait jamais assez grande pour se cacher. Ils vont te pourchasser pour le reste de tes jours. Elle a répété, il faut le faire. Je lui ai dit que j'étais pas d'accord. C'était sa solution. Je vais tuer Martha et je vais leur dire que je sais pas où est l'argent, que moi, j'avais payé Martha. J'ai demandé à Griselda ce qu'elle comptait faire. Elle m'a dit, tue-la, c'est tout. Dès qu'elle est entrée et qu'elle a vu Griselda, elle a eu la trouille. Elle a dit, Madrina, qu'est-ce que je vous ai fait? Griselda a répondu, rien. Elle s'est fait kidnapper et assassiner. On l'a retrouvée sur le bord de la route. Griselda avait signé son arrêt de mort. On ne pouvait pas tuer Martha. C'est ce qui a déclenché une autre guerre. Ça s'est retourné contre elle. Tout le monde l'a renié, même Rafa, son meilleur ami. Je me souviens que Rafa et les autres, tout le cartel, se sont dit, il faut tuer cette femme. La tête de Griselda a été mise à prix. Ils l'ont prévenu qu'ils allaient la retrouver et la tuer. Max était dans le pétrin. C'était le début de la fin. Il savait qu'il y avait un problème. Il aurait dû se méfier davantage. Il n'avait pas prévu le coup. Max m'a appelé pour me dire « Je crois que j'ai des ennuis. Je vais faire un tour de voiture. Reste au téléphone avec moi. » D'accord, Max. Je raccroche pas. Max est monté dans sa voiture. Max est sorti de l'entrée et il m'a dit « Oh, ils arrivent de tous les côtés. »
Je savais que j'étais sous surveillance. Les autos me barraient la route. Une seconde plus tard, j'avais 40 armes braquées sur moi. La communication a coupé. Ils l'ont arrêté. On ne l'a plus jamais revu. J'avais des millions de dollars enfouis dans ma cour, dans des sacs poubelles. Ce soir-là, j'ai tout déterré, éclairé de ma lampe de poche, parce que j'avais peur qu'ils débarquent. Je vivais dans les Everglades. J'ai jeté 6 ou 8 millions, je ne sais plus trop, dans un canot et je les ai enterrés dans les Everglades, sur l'autre rive. J'étais certain qu'ils débarqueraient chez moi. Personne n'est venu, il ne s'est rien passé. Personne ne se méfiait de quoi que ce soit. Mickey et tous les autres disaient « On n'a rien remarqué d'inhabituel quand le dernier avion atterrit, tout avait l'air normal. » J'ai dit « Eh bien, continuons comme avant. » John me disait qu'on n'avait pas à s'inquiéter. Et comme on le trouvait tellement malin... Je me souviens du 20 septembre, pour la simple raison que j'arrivais pas à dormir. Cette nuit-là, je travaillais avec Mickey et ses gars. Et comme je faisais de l'insomnie, j'ai décidé d'aller dans la salle des radios qu'on avait installée ici, à Miami, pour surveiller les avions qui arrivaient. C'était un voyage ordinaire. La seule chose qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, c'était le silence des radios. Ils savaient qu'on écoutait tout. Pour tout vous dire, je regardais partout autour de moi. J'étais paranoïaque depuis l'arrestation de Max. Mais j'ai rien vu, absolument rien. Tout s'est passé comme d'habitude. L'avion s'est posé, je me suis dit, mission accomplie, je rentre à la maison, super. Dès que l'avion a atterri, ils sont arrivés en hélicoptère. Des tas d'hommes armés débarquaient de partout. J'ai entendu un bruit épouvantable, comme si la foudre nous tombait dessus. Les gars qui étaient dans l'avion se sont enfuis en courant. Ils ont foncé sur la porte d'entrée en camion à 100 km/h. 2 rafles ont eu lieu en même temps, à Tampa et à Miami. Ils sont arrivés vêtus de noir, avec des lunettes de vision nocturne et des masques. On se croyait au Vietnam. C'était de la folie. Je suis sorti par la porte arrière. Vous croyez que je vais vous tirer dessus? J'ai eu une altercation avec un des gars. Couche-toi par terre et ferme-la. Ok, j'oublierai jamais ça. Ils m'ont regardé en disant, Roberts, qu'est-ce que tu fais ici? Je pense que j'ai merdé, pas vrai? Oh oui, on serait allé chez toi après, mais tu nous as facilité le travail. J'arrivais pas à dormir. Il a répondu, tant pis. Quand je suis arrivé au centre-ville, j'ai entendu à la radio, ils tirent, il y a des coups de feu, bang! Je leur ai demandé, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que ça me concerne? C'est ton avion, il y a une fusillade à ta ferme. Ils couraient partout, ils tiraient. Ton ami nous tire dessus. Mon ami, Mickey. J'ai essayé de brûler l'avion. Mickey avait un pistolet de signalisation. Il y avait des bidons d'essence près de l'avion qui servaient à ravitailler l'avion avant le décollage. J'en ai renversé un. Mickey voulait se sauver, alors il a tiré un coup de pistolet. Je me suis caché et j'ai regardé le spectacle de loin. Ils l'ont traqué dans les bois toute la nuit sans lui mettre le grappin dessus. Ils sont devenus fous. Early this morning, Customs and FBI agents began a roundup of 12 people authorities say helped transport nearly 20,000 pounds of cocaine into this country by sea and by air from Colombia. One of the men behind the scheme was fugitive Michael Mundy. The Mundy organization transported cocaine from Colombia using aircraft making direct flights and aircraft in combination with small boats where the aircraft dropped the loads in the Bahamas. It wasn't their cocaine, and they didn't sell cocaine on the streets. All they did was transport for other people and charge a fee for that transportation. Basically a contract service. Many of those shipments were attached to a highly sophisticated homing beacon that allowed the bad guys to find their drugs when authorities were not around. This transmits a radio signal as well as having infrared light so they can see it with, at night with infrared goggles. So this shows how sophisticated they were. Max Mermelstein est devenu témoin. Il a accepté de parler des meurtres de Miami, entre autres. On a recueilli son témoignage. Pour être honnête, au début, je ne croyais pas les 3/4 de ce qu'il racontait. C'était trop gros. Max a cafardé. Il nous a tous vendus. Il a collaboré avec eux en prison. J'avais prévenu John, il ne m'a pas écouté. Je leur disais depuis le début que Max était faible et qu'il allait forcément nous trahir un jour ou l'autre. C'est pour ça que je voulais absolument le tuer, mais ils m'ont pas laissé faire. Le gouvernement ne savait rien. Et je suis persuadé que sans Max Mermelstein, il ne nous aurait jamais attrapés. Il nous a éclairés. Les autorités n'avaient pas la moindre idée de l'emplacement de la ferme ou de nos voyages. Ils savaient absolument rien. Et on était en affaires depuis 5 ans. Max faisait partie de la famille. Je ne pensais jamais qu'il ferait une chose pareille.
Ils sont arrivés le lendemain en défonçant notre barrière pour fouiller la maison. We were able to seize property in the value of $130 million in the Florida area. 35 Paso Fino breeding horses and 35 acres of ranch land in Marion County, Florida was also confiscated. Ça faisait la une des journaux le lendemain et je me faisais harceler de toutes parts. Certains voulaient me tuer en disant que John leur devait de l'argent et ceux qui avaient l'argent de John ne voulaient pas m'en donner, bien sûr. Max nous a fait accuser. Mickey et moi. Quand j'ai lu les accusations, je n'en revenais pas. Bon sang, je ne savais pas qu'il travaillait avec le cartel. Je ne savais pas que Rafa était membre du cartel. Je ne savais rien de tout ça. Je ne dis pas que je ne savais rien du tout, mais je ne m'étais pas rendu compte de l'importance de l'organisation dont John faisait partie. Quand on fait autant d'argent, on se sent tellement puissant qu'on croit que rien ne peut nous arriver. Je me souviens du jour où il pleurait comme un bébé et qu'il disait qu'il perdait tout ce qu'il aimait. Je suis le seul à blâmer pour ce qui m'est arrivé. Le seul. C'est l'heure, il faut y aller. Je lui parlais chaque jour. Elle me disait « Mais non, tu te trompes, c'est pas un mouchard. » Je lui ai dit qu'il était à la solde de la police, qu'elle allait finir en prison et que j'avais pas l'intention de la suivre. Elle m'a demandé de la rejoindre à Los Angeles et j'ai refusé. On a localisé une petite maison qu'il louait. On savait qu'elle s'y trouvait. On est entré. Elle était assise sur le lit en train de lire la Bible. Je suis allé vers elle avec l'arme au poing, bien sûr. Elle avait l'air très surprise. Rien ne laissait croire qu'on se trouvait devant une terrible meurtrière. Ils l'ont arrêtée chez elle. Je l'ai embrassée sur la joue, comme je l'avais promis à mes hommes, plusieurs mois plus tôt. Police are saying she may be responsible for as many as 200 murders. That over a period of more than a decade of drug wars. Tonight, an arrest that could bring down one of South Florida's most infamous crime figures. Quelques jours plus tard, ils ont arrêté ses fils. Tout s'est écroulé. J'essayais de sauver ma peau. Tout le monde était en prison sauf moi, mais ils me cherchaient. À peu près au même moment, ses frères et lui se trouvaient à l'aéroport dans une voiture volée. Les policiers les ont arrêtés et ils ont résisté. Ils avaient de la cocaïne en leur possession. Ils ont été incarcérés. Je ne suis plus jamais ressorti de prison. Le réseau de trafic de la drogue a fini par être démantelé par les autorités. Une grande partie des profits a disparu. Alors que les trafiquants étaient accusés et emprisonnés, quelque chose d'étonnant s'est produit. Tous les commerces qu'ils fréquentaient et qu'ils faisaient vivre ont fermé leurs portes un à un. The Sunshine State Bank is out of business. Sunshine State allegedly was bought with laundered drug money. Les boîtes de nuit étaient vides. Les concessionnaires automobiles faisaient faillite, ainsi que les bijouteries. The real estate values are deteriorating tremendously. The businesses as such have been suffering tremendously. Mais cet effondrement a créé d'autres occasions. L'économie de Miami reposait sur des spéculateurs qui avaient fait fortune avec le trafic de la drogue. Un concessionnaire automobile qui voyait ses ventes annuelles grimper de 20 millions à 60 millions pendant 10 ans se retrouvait avec un demi-milliard de dollars en primes. Miami ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans les horreurs des cow-boys de la cocaïne, c'est évident. La drogue détruit une communauté quand on regarde ce qui se passe dans la rue. Mais quand on parle de gros trafiquants de drogue qui vivent dans une ville, qui viennent y passer leurs vacances ou qui y achètent des maisons pour blanchir leur argent, ça stimule énormément l'économie locale. Beaucoup de cet argent a été investi en douce dans les infrastructures. $2.3 billion worth of construction is currently underway in downtown Miami. La construction au centre-ville et sur l'avenue Brickell. Downtown Development Authority officials say another $1 billion worth of construction will be in progress within the next 6 to 8 months. C'est ce qui a permis de construire la moitié de la ville, les gros édifices et les gratte-ciels. This building boom, they say, will last for the next 10 years. Le trafic de la drogue a sauvé Miami à plusieurs égards. Si l'on pense aux gratte-ciel, la plupart d'entre eux ont été érigés grâce à l'argent de la drogue. This new construction means at least 25,000 additional jobs and an annual payroll in the millions. The new condominiums, office buildings, and banks will add an additional $20 million to the city of Miami's tax base. Pendant que la cocaïne entrait à flot à Miami et que les millions de dollars partaient en Amérique latine, la population de Miami a compris que sa ville était la porte d'entrée des États-Unis.
Miami est devenue une ville importante grâce au trafic de la drogue. Newsweek has called Miami America's Casablanca. What a contrast from 7 years ago. Grâce à toute cette publicité, Miami était sur toutes les lèvres. Miami Beach. Partout dans le monde. Les gens disaient, j'ai toujours rêvé d'aller à Miami. Est-ce que c'est vraiment comme on le prétend, avec les plages, les belles femmes et les boîtes de nuit? It's called Club 1235. It's the place where that big Miami Vice Bash was held Saturday night. On passait à la télé chaque vendredi soir à heure de grande écoute avec Miami Vice. Le scénario s'inspirait du trafic de la drogue. Miami Vice may not enhance the city's image, but it's doing great things for the local economy. Don Johnson et Miami Vice, Al Pacino et Scarface. C'était séduisant. This is Miami. Things are more relaxed. C'est intéressant parce que quand Miami Vice a commencé, l'équipe dénichait un vieil hôtel abandonné ou une station-service de Miami Beach qu'ils éclairaient, repeignaient et rénovaient pour y tourner leurs scènes. Ensuite, ils allaient ailleurs. Mais l'endroit était transformé. Ils ont montré aux gens ce qu'il était possible de faire. À la fin des années 80 et au début des années 90, l'industrie de la mode européenne a découvert South Beach. Les mannequins ont bien sûr attiré les riches touristes d'Europe qui les suivaient partout, sans oublier les gens riches et célèbres. Les paparazzis ont pris le relais et ils ont créé un véritable phénomène. On est passé d'une station balnéaire paisible à la capitale branchée des États-Unis de renommée internationale. Le monde entier débarquait à Miami. C'était mission accomplie. On aurait pu connaître une renaissance sans sacrifier autant de vies humaines. Tout comme plusieurs personnes, j'aurais préféré me passer de cette énorme contribution financière. Les dommages collatéraux ont été trop importants. Les retombées économiques ne valaient pas le coup. Les coûts sociaux de l'opération ont été trop élevés. J'aime encore Miami, mais je l'aime davantage pour ce qu'elle était avant la guerre de la cocaïne. Un gratte-ciel, oui, mais à quel prix? Combien d'innocents doivent mourir pour un gratte-ciel étincelant? Le jeu n'en valait pas la chandelle. Trop de gens sont morts. Soyons honnêtes, Miami n'en serait pas là aujourd'hui sans les horreurs et les tragédies des années 70 et 80. Aujourd'hui, les gens sont fiers de raconter comment ils ont survécu aux années 70 et 80 à Miami. Je suis revenu ici parce qu'il le fallait. J'avais pas le choix. J'oublierai jamais les premiers jours de ma libération. Je suis allé à l'hôtel Surf Camber à South Beach. Le lendemain matin, je me suis réveillé et je suis allé m'étendre sur la plage. Une fille est sortie de l'eau et elle était en monokini. Je venais de passer 11 ans derrière les barreaux et je regardais cette fille au sein nu en me disant « Bon sang ». J'ai eu peur. Je suis rentré dans ma chambre et j'en suis pas ressorti de la journée. Je me disais « Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde n'est plus le même ». La ville a énormément changé pendant mes 12 ans d'absence. Je ne sais pas, hein, on change avec le temps. À l'époque, on s'en fichait complètement. Miami était une ville ouverte, c'était tout à fait différent. Si on me demandait de tuer un tel ou un tel, je demandais qu'on me montre l'homme à abattre et je lui tirais dessus. Aujourd'hui, ce n'est plus ouvert, c'est une ville différente. Je ne le ferai plus aujourd'hui. Je le ferai différemment. C'est plus du tout la même ville que celle dont je me souviens. La plupart des gens que je fréquentais ne sont plus ici. Mes amis d'enfance sont tous morts. Assassinés.
À Miami, j'ai plaidé coupable aux 2 accusations de meurtre. Il a écopé de la prison à vie 2 fois à purger simultanément. Je suis ici depuis. Grâce aux renseignements que nous a donné Rivi, 14 meurtres ont pu être attribués à l'organisation de Griselda Blanco. Quand il s'est mis à nous raconter ses meurtres en détail et la façon dont elle donnait ses ordres, elle était foutue. C'était notre John Gotti et Rivi était notre Sammy de Bull Gravano. L'affaire contre Griselda Blanco a été un vrai fiasco. C'était extrêmement décevant et frustrant. Elle a eu la partie facile. Elle s'en est bien tirée. Pourtant, j'étais sûr qu'on la tenait. Ce qui s'est passé est scandaleux. Une fois qu'on a perdu Rivi, on a perdu le lien entre les tueurs à gages et Griselda. Riverita a monté le dossier avant de saboter. Ça a littéralement torpillé l'une des plus importantes enquêtes de meurtre que l'on peut imaginer. Pendant son règne de terreur, si l'on peut dire, elle s'est fait énormément d'ennemis, ici et en Colombie. Et ils ne l'ont certainement pas oublié, comme en témoigne le sort réservé à Huber et Osvaldo. Le proverbe « Quiconque se sert de l'épée périra par l'épée » est tout à fait vrai dans ce milieu. Si jamais elle remet les pieds en Colombie, elle risque fort de subir le même sort. Personne ne mérite davantage la peine de mort qu'elle. Elle devrait être condamnée à mort. Mon seul réconfort est de me dire qu'elle restera en prison jusqu'à ma retraite. Quand j'ai déménagé en Floride, je suis allé à Disney World à Orlando avec mes enfants et j'ai rencontré des Allemands qui m'ont dit « Vous venez de Miami ?»« Oh mon Dieu, quel est le problème ?» Des gens se font tuer chaque jour là-bas, ça fait les nouvelles en Europe. J'ai répondu « C'est vrai, c'est une ville très dangereuse. J'irai pas en vacances là-bas. » Ma femme me regardait, l'air de dire « S'il savait. » J'aurais bien aimé savoir où est passé tout cet argent. The invasion came before dawn when U.S. fighter jets bombed General Noriega's military headquarters. He utilized his position to sell the country of Panama to the traffickers. Avec la chute de Noriega, on a perdu environ 140 millions dans une banque du Panama. Max, Rafa, Ochoa, Escobar, moi-même. Tout le monde a écopé. C'est là qu'on a tout perdu. J'étais en prison à l'époque et je n'avais aucun moyen de récupérer mon argent. Le gouvernement a saisi tout l'argent de la banque. Je suis allé au cinéma et j'ai fait la file pendant 2 heures pour voir le fameux film Scarface. J'étais avec 9 gars, une bande de 10 tueurs. Le film a commencé, ils essayaient de le tuer, ils avaient engagé 2 Colombiens pour l'assassiner. On a éclaté de rire. On l'aurait eu. Dans la vraie vie, on l'aurait eu. On February 3, 2006, Miami attorney Samuel I. Burston pled guilty to obstruction of justice charges after being arrested at his $4.8 million home on Sunset Island. Prosecutors say he acted as house counsel for a criminal organization that imported and distributed cocaine and marijuana. Burston, who is facing 20 years in prison if convicted of all charges, will serve 42 months, forfeit his law license, and give up nearly $400,000 in cash and assets.